Le club automobile ouvert à tous présente en direct du e-Trophée Andros. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ensemble, effectivement, en direct de Lens en Vercors. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. On est bien ici, on est arrivé hier, on a pu participer aux courses du soir. Enfin, participer. Vivre. On a pu regarder les courses du soir puisque c'est le e-Trophée Andros. Alors c'est la 4e manche de toute cette saison. On a avec nous l'organisateur Max Mamers qui va tout nous expliquer dans une seconde. Et surtout, on a une chance absolument incroyable parce que là où nous sommes, il y a une semaine, il y avait des vaches, on est d'accord Max. Et puis la neige est arrivée. Le froid est arrivé et d'un seul coup, on a un paysage hivernal, c'est vraiment magnifique. Alors, on va évidemment prendre le temps de vivre tout cela. On a un super soleil ce matin, des invités magnifiques. Aurélien Panis avec nous dans quelques instants au téléphone. Jackie X qui va passer aussi au micro de Sud Radio. Alors lui, on va parler du e-Trophée Andros, mais on retournera un petit peu en arrière, 40 ans. Pour la rubrique classique sur le Dakar. En 1983, Jackie X gagnait le Paris-Dakar en compagnie de Claude Brasseur sur une Mercedes. Et Jackie X nous a fait l'insigne honneur. Alors c'était hier soir, donc ça sera exceptionnellement enregistré, de nous accorder une petite interview pour se remémorer ce grand événement. On parlera aussi de la façon dont nous, pilotes de tous les jours, on peut conduire sur des routes enneigées ou des routes glacées grâce à de gros conseils. On s'est dit, comme on a quelques garçons qui savent faire, la conduite sur neige et sur glace, et que vous allez partir en vacances bientôt sans doute sur des routes enneigées, on vous donnera quelques conseils de conduite. Et puis on s'intéressera, comme le e-Trophée, c'est dans le nom, est un trophée de voitures électriques, on s'intéressera à la technologie des batteries. Qu'est-ce qui permet à ces voitures? Il faisait très froid hier soir, il faisait moins 10 degrés, et malgré ça, les voitures fonctionnaient normalement. Alors ceux qui ont une voiture électrique se disent, la mienne, je comprends pas, quand il fait aussi froid que ça, la capacité de la batterie dégringole, enfin bon. Bref, on va voir que la course peut faire progresser la technologie de la voiture de monsieur et madame tout le monde. Voilà. On est ici à Lens en Vercors, surtout accueilli merveilleusement par toute l'équipe du e-Trophée Andros. C'est parti avec vous, on voulait vous faire vivre ce moment en direct sur Sud Radio. Alors on reste avec vous jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto. Allez, ça y est, Max Mamers est avec nous. Salut Max. Bonjour Max. Bonjour. Alors expliquez-nous d'abord comment vous avez fait pour avoir de la neige au dernier moment. Alors mon petit doigt m'a dit qu'il y a des gens qui allaient faire brûler des cierges dans des églises et que ça permettait au dernier moment d'avoir les conditions idéales pour faire de la course sur glace. Alors, il y a quelques années que je suis associé avec Claude Michy, qui est bien connu, qui organise les Grands Prix de France Moto. Et c'est vrai que c'est très peu probable qu'à la période où nous présentons le Trophée Andros, il y ait de la neige. Et donc, chaque fois, les gens disent, est-ce qu'il va y avoir de la neige? Et Claude Michy a un budget cierge pour son épouse, qui va fréquenter des églises. Et je dois reconnaître que depuis 34 ans, ça fonctionne. Je ne vous dirai pas où sont ces églises en question. Sûr, ça c'est le secret du Trophée Andros. 34 ans d'existence quand même. Pour être plus sérieux, Max, là, la piste cette semaine, il faut surtout du froid, on est d'accord, pour arriver à faire une piste de glace, parce que c'est des courses sur glace avant tout. Alors, il faut de la neige, ça c'est clair, parce que de toute façon, il faut de la sécurité. Avec la neige, on fait des talus, et puis aussi les images qui passent à la télé sont bien plus belles. Mais effectivement, c'est le froid, parce que toute la nuit, vous avez des garçons qui ont des tonnes à eau, qui se promènent avec un casque à musique dans les oreilles et qui tournent à 5 km à l'heure, qui déposent de l'eau sur la piste. Et quand il fait bien froid, dans une bonne nuit, ils arrivent à faire 2-3 cm de glace. Ah oui, j'ai vu ça hier soir. Tu sais, quand on a quitté, quand toutes les courses ont été terminées, vers minuit, il y avait cette tonne à eau. Voilà. Et puis il y a une espèce de grosse citerne avec des petites jets juste derrière. Et les gars, ils travaillent jusqu'à ce que ça refasse la glace. C'est génial. Toute la nuit. Ça marche pas tout le temps, Max, parce qu'il y a eu une course d'annulée quand même dans la saison. Et pourtant, a priori, c'était un endroit où on se dit, tiens, il va y avoir de la neige là-haut. Alors, c'est pas un problème de neige, ni même ce qui est exceptionnel, c'est surtout le froid. Et justement, c'est ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que si on faisait que des courses sur neige, on n'arriverait pas à avoir la glisse. Il faut absolument qu'il y ait du froid pour pouvoir faire la glace.
Et à cette période-là, c'est-à-dire les 2 premières semaines de janvier, l'ISO 0, c'est-à-dire là où ça gèle, c'était à 3000 mètres d'altitude. Le circuit de Tignes-les-Brévières était à 1500 mètres. Mais bon, entre-temps, il est tombé beaucoup de neige et c'est dommage. À 8 jours près, ça aurait pu le faire. Mais bon, malheureusement, j'espère qu'on pourra inaugurer ce nouveau site l'année prochaine. Alors juste pour tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio, c'est un peu compliqué de répondre à vos commentaires. Vous êtes déjà nombreux. Ne vous en voulez pas aujourd'hui. En plus, ça fait, t'as vu, des interférences dans l'émission. Max, donc on est à la 4e manche, c'est très disputé depuis le départ, on l'a vu hier soir d'ailleurs, et on va avoir avec nous Aurélien Panis au téléphone, qui est le régional de l'étape. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bonjour Aurélien. Alors on va expliquer pourquoi il n'est pas avec nous. C'est qu'il a couru hier soir, il a gagné et que là il est reparti, il recourt ce soir et que remonter pour redescendre c'était un peu compliqué Max, sur la montagne. Max, vous expliquer les courses ici, c'est le soir. Pourquoi c'est le soir? Alors c'est très souvent le soir. Parce que c'est un format de spectacle adapté pour les stations de ski, puisque les gens peuvent faire du ski la journée. Et à partir de 17h et jusqu'à 23h, eh bien, au lieu d'aller au restaurant ou de faire une soirée cinéma, ils viennent voir le Trophée Andros. Oui, bonne idée. Bon, alors, je disais très disputé. On l'a vu hier soir, nous, on était au bord de la piste pour regarder. Ah ouais. C'est chaud, il y a 5 pilotes qui peuvent encore prétendre à la victoire dans la catégorie la plus haute, ce qu'on appelle Elite Pro. Dont Aurélien qui est avec nous. Aurélien, vous êtes en tête. Alors vous êtes le régional de l'étape, donc j'imagine que vous avez à cœur de briller sur votre terrain. Oui, bien sûr. À chaque fois quand on vient à Lens-en-Vercors, c'est un super événement pour moi, à côté, à 30 minutes de chez moi. Donc hier, ça s'est super bien passé. Super heureux d'avoir gagné la première journée. Mais comme vous l'avez dit, ce trophée est super serré. Il y a un très gros niveau et je pense que ça va vraiment jouer jusqu'à la dernière course de Super V. C'était quoi votre expérience de compétition avant de démarrer sur le Trophée Andros ? Aucune. C'est vrai que j'ai démarré par le Trophée Andros, face à Max, dans la catégorie Enedis, de l'Enedis Trophée Andros électrique à l'époque. Et c'est vrai que c'est là que j'ai fait mes premiers tours de roue. Bon, je faisais un peu de cartes à l'époque, mais ça fait un moment que je suis sur le Trophée Andros. Hein. Ça doit bien faire 10 ans maintenant. Et c'est vrai que je me régale toujours autant sur ces pistes enneigées et glacées. Max, comment vous avez repéré Aurélien? Comment ça s'est passé? Comment ceux qui nous écoutent peut-être, puisqu'on a vu un jeune de 16 ans hier qui courait dans la catégorie invité, comment est-ce que on peut, voilà, moi je suis un gamin de 16 ans, une gamine de 18 ans, j'ai envie de le faire, je fais quoi? Alors d'une façon naturelle, comme le trophée a 34 ans, nous sommes à la 2e génération. C'est-à-dire que vous avez Margot Lafitte, Jacques Lafitte courait, vous avez Nicolas Prost qui n'était pas malheureusement là cette année, mais qui a fait au moins une dizaine d'années, le fils d'Alain qui a gagné 3 fois le trophée. Et bien sûr Aurélien, ce n'est autre que le fils d'Olivier Panis qui lui-même était là. Et donc à force de voir les gamins qui sont là, moi je pense qu'il faut renouveler. Et c'est ça la force du Trophée Andros et justement de cette nouvelle génération de e-Trophée Andros, c'est-à-dire d'avoir des ambassadeurs qui eux vont rouler à l'électrique, ça va être leur génération. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les 6 premiers, ou 5 premiers, nous avons des garçons qui ont moins de 30 ans, qui disputent tous des courses niveau mondial. Et la chance qu'on a dans le Trophée Andros, c'est que l'hiver, il n'y a pas d'autres compétitions, on parle de Dakar. Et donc... Cela dit, il y en a qui font le Dakar et qui font l'Andros aussi, on le verra tout à l'heure. Tout à fait. Mais ils font une pige après sur le trophée. Pour gagner le Trophée Andros, on ne peut pas faire le Dakar. C'est unique au monde, le trophée. Le trophée Iandros. Alors c'est un truc assez exceptionnel, puisqu'un jour j'avais été, je dirais, comment dirais-je, on m'a demandé mandaté pour aller expliquer en Suède comment on pouvait faire des. J'ai cru que c'était quand même. C'était une farce. Ouais, j'ai cru que c'était une farce. Et effectivement, ils m'ont expliqué que la France a un truc assez quand même particulier, c'est qu'à 2 heures TGV de Paris. Vous venez pendant 2 jours, ici il fait moins 10, vous allez glisser. On le confirme, il fait moins 10. Voilà, vous pouvez repartir. Et le gars il me disait, mais écoutez, moi en Norvège, et puis il y a du monde, beaucoup de spectateurs. Il me dit, en Norvège, nous on va trouver une dizaine de caribous, c'est tout, donc on n'arrivera pas, parce que les Norvégiens, tout l'hiver, ils vont au supermarché avec de la neige, et ça, c'est pas quelque chose.
c'est parce que c'est quand même un peu, je dirais, anachronique. C'est anachronique. Oui, c'est leur quotidien de roulage tous les jours, alors que ici, c'est vrai que... Exactement, c'est ça l'exception. C'est très spectaculaire. Aurélien, en plus, alors bon, vous êtes tout d'abord un bon pilote, ça on a pu le remarquer hier. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour gagner sur l'Andros? Parce que c'est vrai que, alors Max essaye de nous expliquer depuis qu'on est arrivé que le règlement il est très simple à comprendre, mais non, c'est pas si simple que ça. Il faut être parfois calculateur. Donc c'est quoi la stratégie pour arriver à gagner sur l'Andros? Oui, il faut le maître mot, c'est la régularité. C'est très important d'être régulier tout au long du Trophée Andros, marquer des points à chaque fois. C'est vrai qu'on a un système de laisse embarquer quand on gagne une course. Là, par exemple, j'ai gagné hier soir, donc ce soir, j'aurai 60 kilos avec moi dans la voiture. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont pas faciles à gérer. Mais non, le maître mot, c'est vraiment la régularité, marquer des points à chaque fois, toujours être qualifié en Super Pole, c'est très important. Et après faire les comptes à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de stratégies, même au niveau des conditions qui évoluent à chaque fois, de tour après tour, sur la gestion des pneumatiques, la gestion des réglages. Et j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe derrière moi avec Santeloc Racing. Et jusqu'à maintenant, ça nous réussit plutôt bien. Donc pourvu que ça dure sur les deux dernières courses de la saison. Oui, on parlera tout à l'heure des voitures qui sont vraiment très particulières aussi, qui courent sur l'Andros. Un mot sur celle d'Aurélien, parce que je ne sais pas si on aura Aurélien. Non, mais ça sera les mêmes voitures, donc on aura tout à l'heure Laurence. Et c'est quoi l'histoire des 60 kilos, l'ami Jean-Luc? Bah oui, vous mettront dans le coffre pour la course de ce soir. Si je pouvais ne peser que 60 kilos. Il faut savoir, c'est les 3 premiers qui sont lestés. Hein, c'est-à-dire que les 3 premiers sont Dorian Boccolacci hier avait 60 kilos. Ouais. Donc Aurélien s'en est bien sorti, il a gagné la course. C'est lui qui prend les 60 kilos de Dorian. Mais Dorian a 40 kilos quand même, puisqu'il a fait deuxième, et le troisième aura 20 kilos. Ouais. On a vu que ça se tenait. Alors le fait que les voitures soient pratiquement toutes les mêmes, ça se tient à quelques dixièmes, même centièmes de seconde parfois autour. C'est incroyable. Sur la glace. Le niveau est très très relevé. Ouais. En plus, Aurélien, ce qu'on a appris hier, c'est que vous partagiez votre passion avec des étudiants, puisque vous passez dans les écoles avec votre voiture. Vous leur expliquez quoi? Parce que vous êtes quand même très jeune. Oui, non, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire ça. C'était l'année dernière. C'était vraiment un super moment d'expliquer aux jeunes collégiens le trophée Andros. J'ai la chance d'être partenaire de ma région avec le département de l'Isère et Alpes-Isère depuis 2 ans. Donc voilà, à chaque fois qu'on peut faire des petits événements comme ça, c'est super cool. Les jeunes étaient vraiment à fond de découvrir cette voiture et ce championnat. Donc non, c'est des bons moments aussi à passer avec tous ces jeunes. Hier, on avait encore beaucoup de supporters du département qui étaient présents, donc c'est toujours sympa d'avoir ces supporters avec nous. Avant de vous quitter, Aurélien est toujours dans le cadre du Trophée Andros, mais en règle générale, ça veut dire que quand vous êtes en contact avec les jeunes, on se rend compte que la voiture plaît toujours autant, et le sport automobile mécanique également, même si on a la sensation que c'est un peu moins le cas, puisqu'il y a moins de retransmissions comme il y avait à l'époque sur France Télévisions ou même d'autres chaînes. Oui, bien sûr que ça plaît toujours autant. Là aujourd'hui, on est en 100% électrique. Voilà, Max a toujours été précurseur là-dessus. Et c'est vrai que voilà, c'est important d'évoluer avec notre temps. Mais vous allez voir ce soir, toujours à l'Anse-Vercors ou que ce soit à Superbès, il y a énormément de spectateurs et ça fait toujours plaisir de faire ces courses devant plein de monde sur les buts enneigés du circuit. Eh ben merci beaucoup Aurélien Panis. Ouais, on vous retrouve, c'est ce soir la première course de la Elite Pro, c'est 17h35, c'est ça Max. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à monter. En plus, vous avez vu, il fait un temps magnifique, vous pouvez faire un peu de ski cet après-midi, vous restez à 17h35, vous prenez un grand plaisir à regarder les premières courses, c'est vrai que c'est spectaculaire. Et puis le cadre s'y prête vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Aurélien Panis était avec nous dans On Parle Auto sur Sud Radio. Max Mamers, on vous retrouve tout au long de cette émission à des moments précis. Et c'est un autre pilote que l'on va recevoir dans quelques instants. Il s'appelle Yvan Muller. On va vous aider à devenir champion de conduite sur la glace, mais avec votre voiture perso. Par exemple. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Ce week-end, le e-Trophée Andros est à Lens-en-Vercors avec Sud Radio.
Retrouvez les virtuoses de la glisse pour la plus grande course sur glace du monde. Toutes les infos sur trophéandros.com. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde, avec Sud Radio. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 70% sur le lot de 2 tubes de dentifrice Oral-B. Avec une offre pareille, mettez toutes les chances de votre côté pour croquer la vie à pleines dents. Auchan, avec plaisir. 1,69 €, cagnotte déduite, le lot de 2 tubes de dentifrice Oral-B de 75 ml, soit 37,67 € le litre. Prix payé en caisse, 5,65 €. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Raclette ou tartiflette, avec les pommes de terre, c'est toujours la fête. Tu fais des rimes? Bah oui, 1,49 € le filet de 2 kg de pommes de terre à chair ferme panier du primeur, ça m'inspire. Ça, c'est pas cher. Bah c'est pas cher, c'est Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 22 janvier, soit 74 centimes le kilo, variété selon approvisionnement magasin, calibre 35-55 mm, catégorie 1, origine France. Traitement anti-germinatif après récolte. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Bien vivre sa retraite est un enjeu majeur de notre société. Senior Consulting Group est présent partout en France pour vous accompagner ainsi que vos proches dans la réalisation de votre projet de vie. Des solutions en viager sur mesure pour valoriser votre patrimoine, générer des compléments de revenus et vivre pleinement votre retraite. Contactez-nous au 0800 400 230 ou sur seniorcg.com et offrez-vous un nouveau départ. Je suis Henri-Pierre Wiby, fondateur de Senior Consulting Group pour une nouvelle génération d'actifs. À tous ceux qui ne savent jamais ce qui est le plus cuit entre à point et bien cuit. À ceux qui disent bleu pour avoir saignant parce que de toute façon c'est toujours trop cuit. À ceux qui disent bien cuit mais pas de la semelle non plus. Et à ceux qui ne sont pas d'accord et qui disent quand on aime la viande on la mange saignante. En ce moment, Intermarché propose la côte de bœuf Origine France à 12,50 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine côte 3 étoiles à griller, modalité sur intermarché.com. Ikea. Tu crois que les enfants vont nous en vouloir? Mais non, ça fait 20 ans qu'ils dorment plus ici. On a bien le droit de transformer leur chambre en bureau. Il va y avoir du changement. Et oui, Ikea vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser grâce à son offre de crédit affecté 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 août 2023 pour tout achat de 300 à 10 000 € après accord par Sofinco, marque 2CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation ou du crédit pris en charge par votre magasin. Information en magasin ou sur Ikea.fr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Et nous sommes toujours en direct avec vous de Lens-en-Vercors où se déroule l'avant-dernière session épreuve de Trophée Andros avec des courses qui ont déjà eu lieu hier soir, d'autres qui vont évidemment avoir lieu ce soir. Et on avait envie de partager avec vous l'expérience de ces pilotes hors normes sur ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. L'ami Jean-Luc, on garde notre ami Max Mamers et on accueille un grand pilote également. C'est Francky Lagorce qui vient d'arriver. Salut Francky. Franck Lagorce qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Un petit mot sur le parcours, ouais. Il a couru parce que c'est Yvan Muller qui aurait dû être avec nous, mais Yvan, il a dû glisser quelque part. Donc on l'attend, c'est les aléas du direct, évidemment. On vous avait promis qu'on aurait un grand spécialiste pour vous dire comment il fallait rouler avec votre voiture sur la neige. Bon, ça va, Franck, tu l'as déjà fait avec nous en plus. Tu maîtrises un petit peu. Ton palmarès, tiens, vite fait. Alors, mon palmarès, c'est un palmarès assez sympa, puisque en partant de rien, j'ai réussi à faire jusqu'à la Formule 1, donc 10 fois les 24 heures du monde, 2 Grands Prix, 2 ans essayeur. Voilà, ce qui m'a permis de devenir pilote professionnel et d'en vivre. Parce que c'est ça le plus important, c'est pas forcément d'être champion du monde, c'est de pouvoir en vivre. Et puis de rouler quelques années sur l'Andros. Et 29 trophées Andros. Et 29 trophées Andros. Recordman, hein Et victoire, je crois que c'est une 30aine de victoires. Mais j'ai jamais gagné le trophée Andros. Je suis le pouli d'or du trophée Andros, moi.
Une trentaine de victoires, c'est déjà pas mal. Bon, alors ceux qui nous écoutent, là, qui vont prendre la route pour monter dans les stations, les règles de conduite habituelles, alors bon, évidemment pas avec une voiture de course et pas avec une voiture avec des clous, mais sur la neige. Ouais, la base, c'est d'être bien équipé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que je mets des pneus neige, est-ce que je mets des pneus 4 saisons? Moi, je trouve que la base, c'est d'être bien équipé. La preuve, c'est que moi, sur ma voiture, j'ai des pneus neige qui ont déjà 2 ans. Et ben, ils sont déjà trop durs et on n'arrive pas à monter. Donc, je pense que la base, pour une voiture et pour la sécurité, c'est d'avoir les bons pneumatiques. Ah, ça, pour moi, c'est le plus important. Ils sèchent tes pneus hiver? Ouais, c'est une gomme relativement tendre avec des lamelles. Donc, automatiquement, quand on les monte, on les démonte, maximum 2 ans, on peut faire 2 saisons comme ça, mais la 3e ça marche pas, et déjà la 2e ça marche pas, et donc ça c'est du vécu, hein. C'est du vécu ça. Ouais. Donc il faut absolument, en plus avec des pneus 4 saisons aujourd'hui, il y a certains constructeurs manufacturiers qui font des pneus 4 saisons, on peut faire pendant au moins 60 000 km, et au moins on arrive ici à la montagne, et ben on n'est pas embêté, et ça c'est vraiment la base. Après il y a aussi j'ai vu Jean-Luc qui montait hier avec la voiture et on est allé un peu s'amuser, voilà, quand on maîtrise c'est extrêmement agréable, mais il y a aussi une façon de manier sa voiture. Oui, alors après il y a le regard où il faut regarder loin, il faut anticiper, il faut pas rouler trop près des autres, mais encore une fois je le répète, on peut avoir la meilleure voiture qui existe, si on n'est pas bien équipé on montera nulle part. Alors après bien sûr il y a un phénomène technique qui est les 4 roues motrices, qui sont beaucoup plus efficaces sur la neige. Quand vous avez une propulsion, une traction, donc la traction c'est les roues avant qui... Bon alors, tiens, on va prendre... Traction c'est le plus, c'est on va dire 90% du parc automobile. Alors avec une traction, si ça glisse, je fais quoi? C'est ça. Voilà, j'ai l'avant qui... J'arrive en virage, je suis un petit peu optimiste, ça glisse par terre, ma voiture tire tout droit, ça s'appelle du sous-virage, je fais quoi? Faut tirer à l'ancienne. À l'ancienne, faut tirer le frein à main. Mais là, non. On en a plus de aujourd'hui, il y a des freins à main électriques. Mais juste, je lèche les freins pour essayer. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que si on est en descente et qu'on est sur les freins, ce qui est très important, c'est de pas appuyer comme un fou sur la pédale de frein et rester coincé sur la pédale de frein et être dans l'ABS et attendre. Là, ça fait comme ça. Et ça peut pas marcher. Ouais. Donc, quand on est dans une descente, c'est de rétrograder. Quand vous avez une boîte mécanique, c'est de rester en première, en deuxième et d'être sur l'élan, le couple moteur, d'accord ? De pas toucher au frein. De pas toucher au frein le moins possible en redescendant les vitesses. Et quand vous avez une boîte automatique, là, vous pouvez aussi débrayer la boîte automatique pour passer en boîte manuelle. Et c'est le même exercice, il faut rester sur un rapport en dessous pour se servir du frein moteur dans les descentes. Ça, c'est dans les descentes. On essaye de ne pas rester non plus dans les traces, parce que finalement, dans la neige plus profonde, ça va être mieux que sur de la neige tassée, on est d'accord? Sur la neige tassée, il n'y a pas de grippe. Mais dans les traces, il ne faut pas qu'il y en ait... Si on sort en dehors des traces, il faut être bien équipé. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis après, il faut savoir si c'est vraiment des traces, si c'est du bitume. Quand il fait -4 en montagne, on peut avoir des plaques de verglas. Donc c'est pour ça, en montagne, vous savez, on rigole pas avec la montagne, on rigole pas avec la mer. Et je pense que ce respect-là, il faut l'avoir même surtout sur la route. Attention, parce que là, on parle de la montagne, Jean-Luc, mais on sait que dans certaines régions de France où c'est pas de la montagne, regarde du côté de l'Île-de-France où tu as la descente de la 118, d'autres secteurs du côté de la Gironde. Voilà, on a aussi ce type de problématique de montée ou de descente, même si elles sont moins raides. Oui, mais là, on est encore dans un autre cas de configuration où certains départements, l'année prochaine, auront l'obligation d'être équipés. Et ça, moi, je trouve que c'est génial, parce que vous emmenez vos enfants, ça coûte moins cher de mettre 4 pneus que de payer une assurance avec du malus. Hein. Franck, il y a déjà l'obligation, mais pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation. Ça sera d'abord, d'ailleurs, notre sujet tout à l'heure. Est-ce que c'était une bonne idée de laisser 2 années avec une réglementation qui finalement n'est pas appliquée? Bien sûr que non, mais ça, c'est le laxisme français. Vous avez aujourd'hui des enfants qui vont se faire mal sur les routes parce que leurs parents on a été laxistes. Vous avez des accidents qui vont être créés parce qu'on a été laxistes. Et je pense que ça, c'est un mal français. Il y a un moment, il faut faire les choses bien comme on le fait à l'étranger. Revenons sur la conduite vite fait. Moi, je suis embêtante avec ça, mais je suis une nana, donc j'ai besoin de comprendre. Route plate, mais route verglacée, ça va arriver, on est en hiver. Ah bah oui, de toute façon, on peut pas... Donc là, comment on conduit? Avec son volant? Il faut être le plus cool possible, effectivement. Dans les descentes, comme je disais tout à l'heure, avec la boîte de vitesse. Dans les montées, être très précautionneux avec l'accélérateur. Et sur le plat, garder ses distances. Ça, c'est regarder loin. 10, multiplié par 10 et puis pas de vitesse. La voiture, faut pas de vitesse, il faut rester loin des autres et anticiper. Toujours à se dire et être concentré.
un conseil, éteignez la radio. Éteignez la radio, faites en sorte qu'on vous parle pas trop. Sud Radio éventuellement. Et seulement Sud Radio. Mais éteignez la radio dans le sens où il faut ou baisser la radio, il faut être concentré en fait. D'accord. Et je pense que c'est un petit peu le lien qu'il y a avec les pilotes aujourd'hui sur le Trophée Andros, c'est que vous pouvez pas travailler sur le Trophée Andros, piloter le Trophée Andros si vous n'êtes pas concentré. Et sur la route, c'est pareil. La fatigue, c'est un fait. Mais je pense que quand on a l'occasion de conduire dans des conditions extrêmes, il faut devenir un chauffeur de l'extrême. Franck, il y a beaucoup de gens qui roulent en SUV parce que c'est à la mode. Est-ce qu'on est plus en sécurité quand ça glisse dans un SUV ou pas? Non. Parce que c'est plus lourd, donc on va dire que oui et non. À la limite, Max a l'air de dire que dans les descentes, effectivement, c'est plus embêtant. Ça marche votre micro. Oui, il faut faire très. C'est ce que je voulais dire moi par rapport au nombre de fois où je vois des gens qui ont des SUV qui pèsent. Qui sont souvent 2 roues motrices en plus. Mais même des 4 roues. Même des 4 roues. Qui justement, ils s'en sortent bien pour monter, pour aller jusqu'à la montagne. Et cet avantage que vous avez par rapport aux autres voitures, il faut savoir que dans la descente, vous le perdez parce que vous avez une tonne de plus et freiner sur la neige, ce qu'a dit Francky tout à l'heure, c'est ça le plus difficile. Il faut toujours éviter de freiner. Donc si vous avez 3 tonnes, et beaucoup des SUV, quand il y a 4 personnes dedans, ça pèse 3 tonnes, ben vous vous arrêtez pas comme une voiture d'une tonne 5. Et ben tiens, justement, une voiture électrique. On en parle, ouais. Une voiture électrique sur la neige. Plus facile, moins facile? La voiture de monsieur tout le monde? Sur la neige, non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est plus lourd dans la descente. Non, c'est pas pareil, parce que tu as de la régène au niveau du moteur. Donc automatiquement. De la quoi? La régène, c'est-à-dire que en fait, frein moteur électrique. Frein moteur, beaucoup plus de frein moteur. Et et automatiquement, quand tu vas lâcher l'accélérateur, ça va freiner beaucoup plus facilement, sans bloquer les roues. Et là, effectivement, c'est un gros avantage. Eh ben, on continue de parler du Trophée Andros. On continue de parler évidemment aussi de tous ces pilotes qui sont avec nous. On va continuer de parler conseils. Restez avec nous à l'écoute de Sud Radio avec On Parle Auto en direct du Trophée Andros. Nous sommes évidemment avec vous également sur Facebook. Pour l'instant, les caméras, on a un petit souci de qualité, non pas des caméras, mais du réseau. Donc vous ne nous voyez pas, mais restez à l'écoute parce que la radio, ça s'écoute surtout. Et Yvan Muller vient d'arriver. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Motors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant en direct du spécial Trophée Andros puisque nous sommes en direct de Lens-en-Vercors avec vous et jusqu'à 13h sur Sud Radio avec un joli rendez-vous. L'ami Jean-Luc, tu as réussi à nous avoir Yvan Muller, grand pilote automobile s'il en est, qui va nous permettre de mieux comprendre l'essai de la semaine avec la voiture du Trophée. Je me suis dit je vais pas me monter dans l'Andros Sport 01 parce que je risque d'en mettre une dans le mur et là c'est Max qui serait pas content, mais on va demander à quelqu'un qui a une sacrée expérience en la matière et Yvan Muller est sans doute le mieux placé puisqu'il a gagné 10 fois le Trophée Andros sur 11 participations. Les autres étaient sûrement contents que vous partiez. Mais c'est pas tout, hein. Il est aussi le détenteur du record de victoire et puis il a été également 4 fois champion du monde des voitures de tourisme. Donc quand il parle de pilotage, il sait de quoi il retourne. Alors, Yvan, ces voitures de l'Andros Sport, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez arrêté pendant longtemps, hein, vous avez fait du circuit, et là, vous êtes revenu avec des nouvelles voitures. Donc, quand on regarde la fiche technique de la voiture, on voit 4 roues motrices, 4 roues directrices, et surtout un moteur électrique avec 340 chevaux et un couple monstrueux, 1600 Nm. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sensation dans ces voitures-là par rapport à ce que vous conduisiez au début du Trophée Andros? Donc des véhicules thermiques qui avaient à peu près la même puissance, on est d'accord? Oui, un petit peu plus. Mais il y en avait un peu plus à haut régime, il y en avait un peu moins en bas régime. La différence, elle est quand même assez importante. Déjà le poids de la voiture, puisque les batteries sont plus lourdes que ce qu'on avait en termes de moteur thermique. Il n'y a pas de bruit, il n'y a que 2 pédales. Parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Il n'y a pas de boîte de vitesse, donc on peut se concentrer sur le volant quand même. Oui, mais en fait aujourd'hui la problématique avec l'électrique, c'est que il y a du couple et de la puissance tout le temps, de 0 à 200 km/h. Alors un pilote qui dit la problématique c'est qu'il y a du couple, c'est quand même étonnant. D'habitude il n'y en a jamais assez. C'est vrai qu'il n'y en a jamais assez, mais quand on est sur la glace, souvent on en a quand même un peu trop, et c'est la difficulté de pouvoir mettre du grip au sol avec une telle puissance, parce que on le ressent
sans mal. Avant, on montait les rapports, ce qui aidait à chercher le grip. Là, il faut plus doser sur les gaz, ce qui est un petit peu difficile et c'est un coup à prendre, une habitude à avoir. D'accord. Autrefois, dans le style de pilotage aussi, sur les surfaces très glissantes, on faisait ce qu'on appelle un appel contre appel pour balancer la voiture avant le virage. Et là, en regardant hier, on a le sentiment que c'est plus du tout la même chose. Alors, à l'époque déjà, on faisait déjà pas beaucoup d'appels parce que le fait d'avoir 4 roues directrices évite d'avoir besoin de faire un contre-appel. Donc, parce que les roues arrière, en fait, quand on tourne à droite, les roues avant tournent évidemment à droite, mais les roues arrière, comme un peu un chariot élévateur, tourne à gauche. Et donc, on fait pivoter l'arrière autour de l'avant. Et donc, on fait toujours un petit appel, mais on n'a pas besoin de faire un gros appel comme ça pouvait se voir il y a 20 ans en rallye, par exemple. On a vu quelques images qu'on a tournées tous les deux hier soir sur la page Facebook de Sud Radio, où tout est bien reparti, où vous nous suivez en direct, et on a vu ces fameux glissages. Je sais pas comment vous dites. Glissade. Glissade. C'est mieux que glissage, c'est plus français. Oui, vous regardez la route de face, là, quand même, parce qu'autrefois, on regardait la piste par les vitres latérales tout le temps. Oui, mais c'est encore le cas. Alors ça dépend des circuits, un petit peu moins ici parce qu'il y a plus de virages serrés et des enchaînements avec peu d'angles de volant. Mais il y a des circuits comme par exemple à Andorre, on regarde plus souvent par la vitre latérale. D'ailleurs, on a un essuie-glace sur les vitres latérales, la droite comme la gauche. On a un essuie-glace parce que souvent la neige s'y met, donc il faut essuyer cette neige pour pouvoir voir correctement. Bon, c'est plus rapide en électrique que ça l'était en thermique sur un tour. Je ne le pense pas. Je le pense pas parce que après il faudrait comparer réellement le même jour dans les mêmes conditions et avec les mêmes pneus. À l'époque, on avait des voitures un peu plus légères mais un peu plus puissantes. On avait des pneus avec plus de clous. Voilà, on va dire que ça s'équilibre en termes de performance. Ce qui était beaucoup plus simple, c'est qu'on n'avait pas le temps de charge à attendre pour pouvoir retourner rouler. On prenait juste l'entonnoir et on remettait un petit peu d'essence dans la voiture. Mais ça c'est voilà, ça fait partie de l'évolution, il faut vivre avec son temps. Et les plaisirs de conduite sont très différents ou pas du tout? Oui, ils sont différents aussi parce que oui, ça manque, en tout cas moi il me manque la boîte de vitesse et j'avais la particularité à l'époque de toujours rouler avec une seule main sur le volant et l'autre main j'avais sur le levier de vitesse. Et là encore souvent, je regarde les caméras embarquées, j'ai la main droite qui se promène, peut-être un levier factice pour pouvoir poser la main parce que je sais pas trop quoi en faire. Mais après il y a d'autres plaisirs. Certes, il n'y a pas le bruit. Certes, c'est peut-être un peu frustrant pour les gens qui regardent, mais il y a d'autres bruits. Par exemple, le bruit des clous qui grattent la glace. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas avant. On entend aussi des bruits de mécanique, on entend aussi des bruits de contact entre les voitures. Ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Ouais, les clous qui grattent la glace, ça donne une indication sur l'adhérence ? Oui, absolument. Ça donne une indication sur l'adhérence, si c'est de la glace, si c'est de la glace un peu plus molle, si c'est de la neige, ou voire du macadam, comme ça arrive en fin de week-end en règle générale. Donc, on s'en sert. Et puis, il y a les odeurs aussi. Parce qu'avant, il y avait les odeurs de fumée, d'huile, d'essence. Là, maintenant, il y a plus d'odeur, si ce n'est l'odeur des pneus sur le macadam ou des clous sur le macadam, comme un feu d'artifice. Et puis hop, ça vient dans les narines. Mais souvent, quand ça vient dans la voiture, c'est que c'est trop tard. Merci Yvan. Merci beaucoup Yvan Muller d'être monté nous retrouver. Hein. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Dans quelques instants, on va continuer d'ailleurs notre rendez-vous. On va vous laisser partir parce que vous allez recevoir la médaille du mérite. Ça, on n'a pas dit. Oui, t'as raison. Pour l'ensemble de sa carrière. Et bravo. Merci. Chapeau bas. Hein. C'est l'Alsace qui est représenté là sur Sud Radio ce matin avec vous. Benoît Trélulier et Mathieu Baumel seront avec nous dans quelques instants avec le pilotage sur Liandros par rapport à un pilotage sur d'autres courses. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. À accueillir nos deux invités, Benoît Trélulier et Mathieu Baumel, qui sont avec nous normalement et qui vont venir s'installer à nos côtés. Voilà, on a tout organisé puisqu'on est sur le podium pour tout vous raconter, pour tout vous dire. Nous sommes sur le grand podium à l'intérieur, parce qu'il fait quand même à peu près moins 11 degrés dehors. Messieurs, venez vous installer là à côté de moi. Voilà. Et donc on est tout en direct. Donc les garçons, on les avait mis au chaud. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bonjour. Benoît Trélulier et Mathieu Baumel, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Oui, Benoît, champion du monde WEC, triple vainqueur des 24 heures du Mans. Donc on se doute que sur l'asphalte, il sait un peu se débrouiller. Et puis Mathieu, qui vient de remporter le Dakar 2023.
On a du beau monde. Hein. Le changement de température est pas trop violent. Alors il l'a pas remporté. C'est juste 40 degrés d'écart. Oui, 40 degrés d'écart. Vous l'avez pas remporté seul. On peut citer avec, Nasser Al-Attiyah. Ouais, on n'est jamais seul. Et en plus de ça, il y a quand même une super équipe derrière nous chez Toyota avec des ingénieurs, des mécaniciens, la logistique et tout le reste. Donc c'est à peu près 80 personnes pour nos 3 voitures sur le Dakar. Donc évidemment, on n'est pas seul à pouvoir apporter la victoire. D'accord. Il y a des similitudes, entre le pilotage dans le sable et le pilotage sur la glace. On en retrouve toujours un peu parce que c'est un peu de la glisse. Ça ressemble un peu au ski, les dunes en fait. Hein. On monte, on descend, on essaye de garder la vitesse, on surfe. Donc c'est un peu pareil. Et finalement, ici, c'est un peu la même chose. Donc c'est du placement, de l'anticipation, chose que j'ai pas réussi vraiment à faire hier. Et... faut qu'on explique après. mais au final, beaucoup de plaisir et encore une fois, voilà, le trophée Andros, c'est quelque chose d'extra pour se faire plaisir. On rencontre des personnes sympathiques, on roule avec des teams au top, et donc c'est bien ça l'essentiel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? On va pas laisser le. Non, rien de grave. C'est juste moi un peu fatigué, un peu décalé. Oui, c'est ça. On va essayer de s'améliorer aujourd'hui. Voilà. J'ai un bon prof avec Benoît parce qu'on partage la même voiture, donc je vais essayer de copier. Il a quelques secondes d'avance sur moi, mais c'est un bon lièvre. Voilà, on va essayer de s'améliorer aujourd'hui. Bon, Benoît, là, on est à 120 km/h maxi. Benoît, ça change un peu de la ligne droite des Hunaudières où on est pas loin de 400 km/h. Pareil, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux types de courses qui paraissent complètement antagonistes? Parce que on est complètement aux antipodes. Ouais. Nous, ça va très très vite. On a beaucoup d'appui aéro. Si tu glisses, tu vas pas vite. T'es mort. Oui. Voilà. Voilà. Donc on est vraiment à l'opposé. C'est un circuit qui fait 13 km. Ici, c'est 800 mètres. Donc, voilà. Non, mais après, c'est toujours la base du pilotage. Hein. C'est transfert de masse, contrôle. Et puis l'ambiance de l'Andros, c'est toujours sympa, toujours en avance sur son temps, avec l'électrique depuis maintenant assez longtemps, avec les petits buggy et maintenant avec les grosses catégories. Donc super intéressant toujours d'être ici sur la glace. Qu'est-ce qui est le plus fun à conduire, un sport proto sur un circuit d'asphalte ou une voiture de Landros qui va glisser tout le temps pratiquement? Alors purement fun, on va dire l'Andros, parce que c'est pas du tout les mêmes sensations. En fait, quand vous prenez du plaisir dans une voiture du Mans, c'est à plus de 280 km/h. Si vous faites une erreur, vous vous faites mal. Ici, tu fais une erreur, tu te fais jeter les bananes par les spectateurs et t'es dans la puff, mais tu te fais pas mal en règle générale. Et voilà, ici, tu sais que voilà, c'est quand même des vitesses, c'est impressionnant, mais c'est des vitesses où tu vas pas vraiment te faire mal, tu vas abîmer la voiture parce que c'est des voitures, c'est de la carrosserie en polyester et donc ou carbone ou peu importe, ça s'abîme un peu, mais il n'y a pas de danger, on va dire. Est-ce qu'on est tenté d'être un peu plus viril dans son pilotage, vu qu'il y a moins de risques ici, genre par exemple, j'arrive un peu vite et je m'arrête dans le pare-choc de celui qui est devant? Moi, ça, on n'aime pas trop le faire parce que je pense qu'on a quand même du respect avec les autres pilotes, à moins qu'il y ait eu une histoire derrière, on sait pas. Mais non, après, on peut tenter des choses. Généralement sur les freinages. Moi, hier, j'ai tenté en course. On a essayé des réglages pour aller, mais ça a mieux aujourd'hui avec Mathieu et moi. Et on a essayé des réglages. Bon, voilà, ça marchait pas. Je suis allé dans la puff, je lui ai fait marche arrière, je suis reparti. Voilà, on peut tenter des choses. C'est quoi les réglages dont vous disposez? Parce que les voitures, ce qu'on va préciser, c'est que c'est pratiquement toutes les mêmes. C'est la même chaîne de traction. C'est toutes des voitures qui sont 4 roues motrices, 4 roues directrice, qui dispose de la même puissance. On peut faire la différence comment au niveau de la voiture? Moi, j'ai eu le sentiment, en regardant passer les voitures, qu'il y en a qui étaient réglées plus souples que d'autres. Alors, il y a, voilà, comme toute voiture, suspension, vous pouvez changer les vitesses de compression, détente, les amortisseurs, les ressorts des amortisseurs, vous pouvez les changer. Vous avez la hauteur de la voiture, plus ou moins haute, devant, derrière. Vous avez la pression des pneus, vous avez le différentiel, voilà, vous avez le couple aux roues. Donc, il y a l'angle de braquage aussi. Vous déclenchez. Il faut savoir que les roues arrière sont directrices aussi, mais vous les déclenchez quand vous voulez, selon l'angle de braquage. Donc voilà, il y a plein de paramètres qu'on peut changer. Et votre secret, alors personne n'écoute, donc les autres concurrents ne l'écouteront pas, c'est quoi pour être je vais vous le dire tout de suite, j'ai fait dernier hier. Alors qu'est-ce qu'il faut pas faire?
Parce que Mathieu a pris la voiture après, il a pris comment? C'était avant ou après? Bon, on partage, c'était avant, mais bon. Faut surtout pas faire, surtout pas faire ce qu'a fait Chabal hier. L'ami Chabal, le rugbyman. Sébastien disait, ce qui lui posait problème, c'était les épingles. Oui, mais les lignes droites, ça va. Non, mais t'as vu sur la finale des invités stars, il est resté tanké dès le départ, il n'a pas réussi à démarrer. En fait, c'est qu'il a accéléré peut-être brutalement. Un peu virilement. Voilà, ça m'étonne de lui. Oui, c'est étonnant. Et du coup, la voiture, elle a creusé et il est resté tanké. Voilà, donc, mais bon, après, ça, c'est l'expérience. Oui, puis c'était drôle, ça. C'était très sympa. La course nous a fait beaucoup rire. On peut reparler un peu des pneus à clous. On en a beaucoup parlé avec Max. Est-ce que ça apporte, parce qu'à un moment ou un autre, au bout de 2 tours, ils ont plus les mêmes adhérences. C'est vraiment des pneus particuliers. Vous devez gérer en fait toutes les courses d'une journée avec le même train de pneumatique, pas de changement. Là, alors toute la journée, c'est avec le même train. Et pour Mathieu, dans la catégorie élite, c'est 6 pneus pour le week-end. Donc il va rerouler avec 2 pneus aujourd'hui. Des vieux utilisés hier. Ah ouais. Parce qu'à force de rouler, quand même, ça s'use, un petit peu. Il y a une grosse différence entre le début de là, ça va être la soirée ce soir, entre le début de soirée et la fin de la journée. C'est surtout quand le bitume commence à apparaître. Là, il faut faire attention parce que quand vous arrivez sur le bitume, le tranchant du clou s'arrondit et du coup, vous avez beaucoup moins de grippe. Et donc, il faut essayer d'économiser. Normalement, ça devrait aller. Mathieu, il y a une bonne couche de glace. Par rapport à ces fameux pneus. Ouais, moi je regarde un peu moins ça. Je reste encore vraiment basé sur le plaisir. Donc j'aurai 2 pneus de moins. Donc on va essayer de trouver un arrangement dans le positionnement des pneus pour que ça soit à peu près identique sur toute ma journée. Mais bon, je suis pas trop stressé par les clous, moi. Bon bah tant mieux. Mathieu, est-ce que le fait de rouler sur une voiture électrique, ça vous incitera à parler aux gens de Toyota d'une éventuelle participation électrique sur des rallye raids? Aujourd'hui, il y a un team déjà qui a amené cette technologie sur le Dakar. On est dans une période, c'est vrai, de transition, donc je sais pas de quoi vraiment sera fait le futur. Je sais que Toyota, en tout cas, travaille sur quelque chose de nouveau, plutôt basé sur l'hydrogène, donc avec quand même l'utilisation d'un moteur à combustion et de l'hydrogène injecté dedans pour créer l'explosion. Donc je sais pas vraiment où on en est, mais on y travaille. Eh ben, écoutez, on continuera d'y travailler, en tout cas, avec vous, nous, de vous écouter, messieurs. Merci beaucoup à Mathieu Baumel qui a remporté le Dakar 2023. Oh, vache, moi je suis un peu impressionné là, même carrément. Et Benoît Trélulier qui était avec nous, champion du monde WEC et triple vainqueur des 24 heures du Mans. Là aussi, je suis ravi de t'avoir rencontré, l'ami Jean-Luc. Je rencontre des garçons et des sportifs de haut niveau. C'est assez incroyable. À bientôt. Merci à vous. Et bonne course ce soir. Et puis, merci. Et puis plus de réussite ce soir qu'hier. Ça ne doit pas être pire. Ça c'est pas sympa. Allez, une pause et puis on parle de la voiture et l'environnement, la voiture électrique et le froid. Comment marier les deux? Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et en direct du podium où sont Rémi. Non, c'est Jean-Luc qui est là, où sont remis tous les prix régulièrement, en direct bien sûr du trophée e-Andros, du e-trophée Andros d'ailleurs, qui se déroule actuellement à Lens-en-Vercors, l'ami Jean-Luc, et avec cette envie qu'on a eue de mélanger le côté sportif, le côté découverte, à comment pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ça fonctionne. La question c'est à quoi ça sert le trophée Andros, parce que les gens qui n'aiment pas la compétition peuvent se dire, voilà, ils se font plaisir à tourner en rond, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose justement, parce que les voitures du trophée Andros sont des voitures électriques et qu'on sait que le froid et les batteries des voitures électriques, ça fait pas bon ménage. Or, hier, il faisait moins 10 degrés, on n'a pas vu une seule voiture qui était en panne, et on a avec nous Luc Marchetti, qui est le dirigeant d'Hexagon Engineering, qui fabrique les voitures pour ce trophée Andros. Alors, je vais vous livrer un secret, c'est que là, il fait semblant d'avoir froid, mais en fait, il a un gilet en dessous. Avec des chaufferettes. Avec des batteries dedans. Les mêmes batteries qu'il y a sur les voitures. Parce que monsieur est un peu frileux. Alors, c'est quoi Alors, bon, on va avoir un petit peu de temps quand même, mais le secret pour arriver à faire marcher, est-ce que déjà, dès le départ du trophée Andros en électrique, ça fonctionnait bien par grand froid? Alors, évidemment, ça fait partie du cahier des charges du trophée Andros, qui est une discipline hyper contraignante. On roule dans l'humidité, parfois de l'eau, plus que la glace fond, ou dans le grand froid. Donc ça faisait partie du cahier des charges depuis le début, soit une vingtaine d'années avec les Androscars, où il fallait réchauffer les batteries. De la même manière qu'aujourd'hui, les structures restent hors gel toute la nuit, mais les concurrents sont habitués à charger les batteries avant de rouler, ce qui permet de les réchauffer, puisqu'on a un circuit de refroidissement, mais on l'arrête automatiquement
dans cette configuration pour partir à des températures de cellules correctes. D'accord. Alors vous avez mis au point, alors avec Motul, je crois, un fluide caloporteur, c'est comme ça que ça s'appelle, qui peut à la fois réchauffer ou refroidir les batteries. Complètement, c'est un fluide diélectrique, donc c'est un fluide caloporteur, mais qui électriquement est un isolant. D'accord. Donc ça, c'est les batteries baignent en fait dans un liquide. Les cellules des batteries baignent dans un liquide. Comment ça se passe? Comment c'est fait? Oui, il y a une circulation, donc on fait pas mal de calculs en CFD, donc pour optimiser le refroidissement ou le réchauffement des cellules. Il y a eu un gros travail effectivement de la part de Motul, où on a fait énormément d'essais avec eux pour optimiser ces produits-là. C'était vraiment dans les précurseurs Motul pour ce type de produit assez innovant. Et aujourd'hui, on obtient des résultats qui sont assez phénoménaux. À ce jour, je pense que c'est le meilleur système de refroidissement ou de réchauffement qui existe. En tout cas, sur les batteries. Ça peut arriver un jour, ça, sur la voiture de Monsieur Tout le Monde? Je pense que c'est même en cours pour certains constructeurs. Ça va arriver dans les prochaines années, mais j'ai entendu parler pas plus tard qu'hier d'un constructeur qui va commencer à l'utiliser. Qui ça? On parle vrai sur Sud Radio. C'était confidentiel. C'est un constructeur français? Vous avez dit c'est pas un constructeur français. Non, c'est pas un constructeur français. Ouais. Les cellules que vous utilisez... Porsche, Mercedes, Volvo. Il dira rien. C'est une tombe. Même sous la torture. Ouais. Même si je vous enlève votre gilet réchauffant. Aucun souci. Non, je suis pas spécialement frileux. Ouais. Les cellules utilisées dans les batteries des voitures de course, c'est des cellules grand public entre guillemets, c'est pas des cellules développées spécifiquement pour la course automobile. C'est tout à fait ça. Alors grand public, tout le monde ne peut pas les obtenir parce que là c'est de la classe A, c'est vraiment le meilleur des produits avant le déclassement qui arrive sur le marché. Nous refaisons du tri derrière. Chaque cellule est passée dans une machine haute fréquence pour voir la résistance interne et ainsi de suite. Alors on va préciser les cellules parce que dans une batterie, parce que là je sens que ma mère elle est moi aussi là. Elle est larguée. une batterie en fait, on va imaginer que c'est un grand contenant dans lequel il y a des petites piles. Voilà, pour faire simple. Hein, c'est ça. Oui. Les cellules, c'est ces fameuses piles qui peuvent être soit cylindriques, soit prismatiques. Voilà. Donc il y a plusieurs formes. Mais là c'est des cylindriques que vous utilisez? C'est du cylindrique, du 18650, donc c'est relativement commun. Il y a 14 modules, 216 cellules par module, 3024 cellules par véhicule. D'accord. Ça permet de faire parce que d'habitude on parle de l'autonomie des voitures électriques, mais là j'imagine que ça compte pas beaucoup parce que le circuit est très court et les manches sont très courtes, mais il faut quand même qu'elles fassent plusieurs manches dans la soirée. Les voitures, vous les rechargez pas entre chaque épreuve? Alors le plus souvent possible, parce qu'en cas d'incident il suffit qu'il y ait un accident et que de la mécanique ou que la voiture reste longtemps sur la piste en dépannage, ils n'ont pas le temps de recharger pour la manche d'après. Donc pour se prémunir de ça, ils chargent le plus souvent possible. Mais sinon, sur un circuit comme celui-ci, c'est de l'ordre de 4-5% autour. C'est vraiment pas grand-chose. Ils peuvent empiler plusieurs manches à suivre sans difficulté. D'accord. Les détracteurs de la voiture électrique, quand on parle de compétition en voiture électrique, disent oui, mais les voitures électriques, d'abord les moteurs, les puissances qui sont annoncées, c'est ce qu'on appelle les puissances de crête. Donc ça peut pas être, c'est une puissance maxi pendant un temps qui est limité. Et puis surtout, avec l'échauffement des batteries, ça marche pas longtemps. Là, c'est le cas ou pas? Ah non, alors dans notre cas, non, ce sont bien des véhicules de course. On peut rester pleine puissance et on a suffisamment avec ce système de refroidissement de capacité pour refroidir les batteries sans jamais arriver dans le rouge entre guillemets, puisqu'en 55 degrés notre limite que l'on s'est fixé et on commence à diminuer la température à partir de la puissance à partir de cette température. Ça n'est jamais arrivé. Même le Stade de France, que le Trophée Andros, en l'occurrence Max Mamers, a organisé, on a des taux de pleine charge de l'ordre de 95%, donc 95% du temps à fond. On arrivait à des températures stabilisées autour des 42-43 degrés. Une dernière question, parce qu'après on va avoir l'info qui revient. Là on parle du e-Trophée Andros, mais tu sais pour les Formule 1, les batteries sont un peu du même acabit ou totalement différentes? C'est très très ressemblant. Alors sans le savoir, on utilisait à peu près les mêmes choses et à peu près les mêmes systèmes.
Mais oui, donc ça tend en fait, ça démontre que la vérité elle est quelque part par là. De la techno, oui. Il y a un mot, vous avez dit un mot qui est intéressant. Vous avez dit on n'a jamais limité la puissance. Et tout à l'heure, Yvan nous disait, alors c'est rare que les pilotes disent il y a trop de chevaux sur une voiture de course. En général, ils se plaignent toujours. Là, vous pourriez en fournir beaucoup plus. En 10 secondes. Ah oui, beaucoup plus. On peut fournir quasiment le double. Donc 600 chevaux en fait. Plus de 500, mais ça devient inconduisible. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Luc Marchetti, dirigeant d'Hexagon Engineering, et qui nous a tout raconté, bien expliqué ce qui se passait au niveau des batteries et les voitures électriques et le froid. Aujourd'hui, ça a bien avancé. Allez, à suivre le rappel de l'actualité. Léa Guichou viendra nous rejoindre, et puis nous allons parler pneus et parler bien. Ce sera juste après le journal de midi. Toujours en direct du e-Trophée Andros de Lens-en-Vercors. On parle auto avec vous sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. En direct du e-Trophée Andros. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et un petit mot, l'ami Jean-Luc, pour ceux qui rejoignent l'écoute de Sud Radio à ce moment. Oui, on est en direct de Lens-en-Vercors, nous sommes en Isère, nous sommes bien et dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une chance incroyable, de la neige et du beau temps. Exactement, mais malheureusement, nous, on est enfermés. Mais bon, cela dit, c'est pour une bonne cause. On va parler de quelque chose qui est assez étonnant, parce que hier, on a assisté aux courses hier soir, et il y a un ou deux moments, il y avait des mêlées. Oui. J'ai cru voir des mêlées, et alors des mêlées pas en un seul mot, Non, en deux mots, DES. En deux mots, ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de mêlées, il y avait, Sébastien Chabal aussi, le rugbyman qui était là, mais pas que. Mais il n'a pas été très bon, on va dire. C'est facile de le dire, il est parti. C'est très facile. Vous entendez la voix de Cédric Emmons qui est avec nous sur Sud Radio, rugbyman s'il en est aussi. Combien de sélections en équipe de France? 59. Allez, voilà. Donc, alors il a perdu ses cheveux pour ceux qui... et il a gagné autre chose. On va dire il s'est épaissi. Bon, cela dit, on a vu Sébastien hier, il avait un petit peu de mal à se glisser dans la voiture. Non, parce qu'il est grand, il est large d'épaule, il a des grands segments, donc et les voitures sont faites pour des gabarits, on va dire, un peu plus petits que des rugby. Même c'est bien que Cédric passe nous voir, parce que Radio du Rugby, Sud Radio quand même, on salue toute l'équipe de Sud Radio Rugby cet après-midi qui va prendre la relève, et merci d'être avec nous. Donc vous allez rouler dans quelle catégorie là, cet après-midi? Des plus de 100 kilos. Alors vous avez déjà, on a appris tout à l'heure qu'il y avait un lest de 60 kilos, vous l'aurez pas celui-là. Ah non, moi au contraire, il m'enlève une roue peut-être. Alors pourquoi le trophée Andros, Cédric? Pourquoi? Alors la première des raisons, je travaille pour la société Andros en tant que responsable de clientèle et événementiel du food service. Attention au micro si tu veux. Voilà, merci. Voilà, pardon, je sais pas comme si j'avais l'habitude. Un petit coucou pour le CIRA qui a lieu à Lyon en ce moment. Exactement, donc j'étais au CIRA avant de venir et j'y retourne demain. Le plus grand salon de la restauration et de l'hôtellerie en France. Deux beaux stands, Andros Food Service et Andros Ingrédients. Et pourquoi? Parce que en tant que responsable de l'événementiel, je me devais d'être présent. Et ça fait plusieurs fois que Max Mamers me dit il faut que tu conduises, il faut que tu roules. Alors je suis pas un aficionados des sports méca, mais je vais me lancer. Donc comme Sébastien Chabal, on va pas tout révélé, mais il a fini dernier. Donc je peux que faire mieux. Mais lui, il faisait fait clochette, faudra faire Reine des Neiges ce soir. Holiday on Ice aussi. Et vous avez jamais roulé sur glace et sur une voiture électrique comme celle du trophée? Non, pas du tout. Sur d'autres véhicules, sur des circuits, oui. Mais pas sur glace. D'accord. Donc là, il va falloir tout apprendre sur les... C'est pour ça que Sébastien, hier, il s'est tanké dans la neige au moment du départ. Non, il a été un peu violent au départ. Oui, c'est ça. Et du coup, il a enfoncé la pédale, la voiture s'est tankée et il a fait du wheeling. Vous avez fait des essais quand même? Non, tout à l'heure. Ah, vous avez encore jamais essayé? Non, je vais faire des essais tout à l'heure. Mais quand tout le monde sera parti. Donc vers 15h30, je vais rouler. Et si ça se passe bien, l'épreuve prendra suite. Sinon, il faudra tout refaire le circuit. Vous attendez quoi de ce moment-là, en fait? Vous êtes un peu impatient? De l'appréhension, honnêtement de l'appréhension, parce que faut que je rende la voiture en état. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Donc entre la glisse, les épingles, j'ai entendu plein de termes techniques hier. Moi, je vais essayer de laisser la voiture au milieu. Voilà. Ouais. Ce qui gênait Sébastien hier soir, c'était les épingles. Hein. Oui, mais il a des cheveux. Moi, j'ai pas de cheveux. Donc oui, ça taille. Et ça taille parce qu'on l'a pas dit, mais il a eu du mal à se couler dans la voiture. Non, mais il m'a raconté qu'avec le arceau de sécurité, il a conduit comme ça. Donc la tête de côté. Donc je comprends que dans les virages, il voyait pas tout. Bon, un mot sur le rugby aujourd'hui, là, quand même, parce que Cédric, on peut pas vous avoir. On parle bien sûr de Trophée Andros, mais un mot sur le rugby.
Alors on a la Coupe du Monde là. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Je rappelle qu'Andros est partenaire officiel, fournisseur officiel de la Ça fera 20 000 pour la publicité, pour la régie pub. Là. Non, on fait le job. Et non, il y a un événement extraordinaire qui arrive, c'est une Coupe du Monde en France. J'ai eu la chance, moi, de la découvrir en 2007. C'est un moment de partage parce que forcément, l'équipe de France va être attendue avec les résultats, d'avoir gagné le Grand Chelem. Il se positionne en favori là pendant le tournoi. Et après, la Coupe du Monde va arriver, la France est favorite, il y a un engouement terrible. Cette Coupe du Monde, il faut qu'elle appartienne aussi aux Français. Donc on va, du côté d'Andros, mais tous les autres partenaires aussi, on va essayer de rendre cette Coupe du Monde accessible. On a vu qu'il y avait des dispositifs incroyables dans 9 villes, donc ça va être un grand moment. Et qui sera évidemment retransmis sur Sud Radio totalement, la radio du rugby. Et avec une chance, c'est que les pistes ne seront pas gelées, ni enneigées. À cette période de l'année, s'il y a de la neige, ça sera compliqué. Cédric, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, Cédric. Et puis bonne chance. Tu sais que j'espère vous revoir. En fait, on était censé partir tout à l'heure, mais on va peut-être rester rien. Non, allez-y. Coupez les caméras, il n'y a plus rien qui marche. Cédric qui était avec nous sur Sud Radio. Allez, à suivre, on va carrément changer de sujet. On va parler pneus. On va parler pneus. Et on va parler sécurité sur les routes en hiver. Est-ce que les automobilistes sont suffisamment responsables? Allez, c'est parti sur Sud Radio. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et nous invitons tout de suite à nous rejoindre au téléphone Fabrice Pankouk, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'agriculture et aux espaces valléens, président de l'agence régionale du tourisme. Bon, ça y est, la chronique est finie. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice, bonjour beaucoup. Alors, Fabrice, les récentes chutes de neige ont mis une fois de plus en lumière l'inconscience de certains automobilistes qui n'hésitent pas à prendre la route dans ces conditions avec des équipements qui sont inadaptés. Vous montez au créneau assez régulièrement pour dénoncer. Automobilistes et camions, excuse-moi, Jean-Luc, mais ce qui s'est passé cette semaine, c'était aussi un camion surtout. Ouais, vous montez au créneau pour dénoncer cette inconscience. Alors, il a neigé cette semaine, donc j'imagine que vous êtes d'accord pour en remettre une petite couche. Alors toujours. Pas de neige, mais... toujours. En réalité, ce sujet est tellement important qu'en réalité, il ne faut rater aucune occasion de rappeler les questions de sécurité et l'importance d'être bien équipé. Le pneu doit être considéré comme un organe de sécurité. C'est le point de contact qu'on a avec la bande de roulement, avec la route. Et malheureusement, et malgré tous les efforts qu'on a pu mettre en œuvre pour que la réglementation évolue sur le sujet, on continue de constater des comportements qui sont absolument inadaptés. Le pneu, dès lors qu'il fait moins de 7 degrés, le contact avec la route évolue et il faut être adapté en conséquence. C'est évidemment d'autant plus vrai lorsqu'on est sur des conditions de verglas ou sur des conditions de neige. Ouais, vous avez contribué à l'élaboration de la loi montagne, c'est bien ça. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, elle a un impact, cette loi? Parce que, en fait, elle est en vigueur, mais il n'y a pas de verbalisation, il n'y a même pas de contrôle. Vous avez vu des contrôles, vous? Nous pas, en tout cas. On a travaillé pendant des années pour qu'effectivement, il y ait un outil législatif qui fasse qu'on dise que désormais, sur une certaine période de l'année, les équipements sont obligatoires. Alors, ça a eu de bon que nous en avons parlé. Mais je déplore évidemment ce que je considère comme un manque de courage concernant les contrôles. À partir du moment où la loi a évolué, il faut que ce soit contrôlé. Sinon, on ne donne pas le signal suffisant pour que les automobilistes s'équipent. Alors évidemment, on nous oppose des aspects liés au coût que cela peut représenter. Je l'entends, mais je remets toujours en perspective. Équiper un véhicule, c'est quelques centaines d'euros. Avec quelques centaines d'euros, on ne fait pas de réparation de carrosserie. Et évidemment, on ne protège pas les vies qui sont à l'intérieur du véhicule. Et surtout, toute la qualité de circulation, le confort de circulation, on provoque des embouteillages, on provoque des accidents, on provoque des routes qui se retrouvent bloquées parce qu'on a un phénomène de vallée. Et lorsqu'un véhicule est coincé, eh bien, il engorge l'ensemble de l'itinéraire routier. Et tout ça représente un coût qui est considérable, qui est d'ailleurs assez peu chiffré. Qui est à la charge du contribuable en plus. Qui est in fine à la charge du contribuable, évidemment, parce que ça mobilise des services de sécurité, ça mobilise des services de secours, et tout ça contribue à rendre beaucoup plus difficile la circulation pour l'ensemble des automobilistes. Fabrice Pankouk, vous qui êtes
vice-président région Rhône-Alpes, excusez-moi pour ceux qui arrivent et qui nous écoutent, on disait les contrôles, mais comment voulez-vous contrôler alors qu'il n'y a même pas vraiment de contrôle sur l'alcoolémie? Ça voudrait dire avoir quoi, un gendarme à chaque coin de rue pour contrôler? Non, mais c'est pas à chaque coin de rue. Là, c'est facile. On vient de dire que pour monter dans les vallées, il y a une route. Voilà. Ça veut dire au moins, lorsqu'on arrive sur nos territoires, qu'il y ait un contact visuel. Alors, c'est pour ça que nous avons plaidé plutôt pour le pneu plutôt que des équipements accessoires, comme les chaussettes ou les chaînes. On plaide, nous, pour le pneu, parce que d'un coup d'œil, on voit si le véhicule est équipé ou s'il ne l'est pas. On voit d'un coup d'œil si ce véhicule va poser un problème sur la route ou s'il va pouvoir se déplacer en toute sécurité et en toute fluidité. La question du contrôle, moi je suis pas en demande d'un contrôle systématique et permanent, mais il faut qu'il y en ait pour qu'il y ait ce qu'on appelle la peur du gendarme et de se dire je ne suis pas conforme aux règles en vigueur et donc je fais l'effort de mettre un équipement. D'ailleurs on peut ajouter que sur la question des assurances, on peut avoir la peur d'être mal assuré. Oui, il y a d'ailleurs un assureur, c'est la GMF qui cette semaine. Ouais. Exactement. Et à partir du moment où la loi dit il faut être équipé, eh bien, si vous avez un accro, si vous avez un accident et que vous n'êtes pas équipé, votre assureur est en droit de vous dire vous n'êtes pas conforme à la réglementation, puisque vous n'avez pas les équipements qui vous permettent de circuler en sécurité, et donc vous n'avez pas respecté le contrat à la fois réglementaire, mais aussi le contrat d'assurance. Oui, Fabrice, cette semaine, on a vu que beaucoup de routes ont été bloquées par des camions. Alors, je comprends la difficulté de vérifier toutes les voitures, mais les camions sont quand même moins nombreux. Est-ce que ça serait pas plus simple de systématiquement vérifier les camions qui rentrent au moins dans les vallées alpines? Alors, ce qu'a dit la réglementation, moi je plaide pour l'ensemble des véhicules. Évidemment, on pense tout de suite aux voitures parce que ça nous concerne tous, mais mon propos, il est pour l'ensemble des véhicules. Pensez aux cars aussi, avec le nombre de personnes qui sont transportées. Mais la réglementation, elle a été faite avec des temporalités successives en fonction des typologies de véhicules. Donc, tout ça doit venir. Mais tout ça n'aura de sens que, là encore, s'il y a des contrôles qui sont mis en œuvre. Et surtout si la verbalisation est active, parce que là, ça n'a toujours pas démarré cette année. Quand je dis contrôle, avec verbalisation effective, oui, c'est évidemment. Parce que cette année, le discours a été de dire le message. Allez-y, on va encore être lâche, quoi. On va pas vous mettre de PV, rien. Donc les gens, ils... Non, mais pas de verbalisation, donc pas de contrôle. Mais c'est ça. Ça servira à rien de faire des contrôles en disant attention, c'est mal. Mais c'est pour ça. Donc il fallait le mettre en route dès maintenant. Si c'est juste pour se faire gronder, c'est pas bien. Et vous savez, le fond de l'histoire dans cette affaire, c'est qu'en réalité, il faut que nous fassions évoluer notre socle culturel sur la question du pneumatique et de la sécurité sur la route. Les pays qui sont autour de nous ne se posent plus ce genre de questions aujourd'hui. Parce que la culture a évolué et que tout simplement, on sait que quand arrivent les périodes froides de l'année, eh bien, on adapte son véhicule. Moi, je mets pas les mêmes habits ni les mêmes chaussures l'été et l'hiver. Et pourquoi est-ce que ma voiture devrait, elle, s'adapter avec un même équipement tout au long de l'année? C'est complètement faux. Et ça, c'est notre socle culturel qui doit évoluer. Et quand j'achète un manteau, eh bien, en réalité, j'achète aussi des pneus pour ma voiture. Voilà. Bon, c'est vrai que les autres pays, est-ce qu'on pourrait faire comme en Allemagne, par exemple, où la réglementation n'oblige pas à avoir des pneus hiver, mais en revanche, si vous circulez au moment où il y a de la neige, sans pneus, enfin sans équipement adapté, là, vous êtes verbalisable. Je ne dis pas que l'idée soit mauvaise, mais on habite dans des territoires de montagne, ou on vient dans des territoires de montagne, qui peuvent nous réserver parfois des petites surprises sur le plan de la météo, qui peuvent nous réserver aussi des surprises en fonction de l'altitude à laquelle on se situe. Je crois que le plus simple, c'est pas de se dire je joue un coup de poker, j'ai le droit de rouler le matin, finalement l'après-midi se met à neiger, j'ai plus le droit de rouler. Vous voyez, à partir du moment où on a un équipement, on se pose plus la question, on circule en sécurité, on est conforme à la réglementation et on est bien assuré. Et on permet aussi à ceux qui sont autour de nous de pouvoir évoluer avec leur véhicule dans de bonnes conditions. Une question, Jean-Luc, avant de conclure. Évidemment, on parle de la loi montagne pour les plus de 40 départements qui sont touchés, mais est-ce qu'on ne pourrait pas littéralement mettre une obligation à partir du moment où c'est l'hiver, en France, partout? Parce que les places de verglas, on en a aussi partout. Il y a des régions en hiver. La neige, il peut y en avoir aussi. En Bretagne, par exemple, il a neigé un tout petit peu cette année, mais il y a des régions où il n'y a pratiquement jamais de neige, où les températures sont rarement négatives. Oui, mais on sait qu'après 7 degrés, on n'a pas la même adhérence. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'obligation? Je vais vous confier mon idée secrète sur ce sujet-là, c'est qu'en réalité, quand on vend un véhicule, si on le vendait avec 2 trains de pneus, un train de pneus été, un train de pneus hiver, tout doucement, la culture évoluerait.
et c'est pas les quelques centaines d'euros de plus au moment de l'achat d'un véhicule qui changerait quoi que ce soit. Les constructeurs s'adapteraient, les automobilistes s'adapteraient. On changerait la manière avec laquelle on s'organise. C'est-à-dire que si on est un urbain, peut-être qu'il y a un endroit où on aurait les pneus qui seraient stockés d'une manière d'une saison sur l'autre. Mais tout ça permettrait de faire surtout évoluer les questions culturelles sur le sujet et donc de renforcer la sécurité. Merci beaucoup. Merci, Fabrice Pankouk, vice-président région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'agriculture et aux espaces valléens et président de l'agence régionale du tourisme. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Ouais, une page de pub, puis après on parle de filles sur le Trophée Andros. Les filles, elles sont arrivées, elles sont en force et en plus elles ont fait 2e et 3e au podium hier soir. Coucou, à tout de suite sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. En direct du e-Trophée Andros. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Nous sommes en direct et c'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens avec nous en direct du podium du e-Trophée Andros. Nous sommes à Lançon-Vercors, accueillis par toute l'organisation de Max Mamers. Et nous arrivons à un moment de l'émission qui m'éclate, c'est qu'on va parler filles. Ouais. Oui, l'ami Jean-Luc, t'es bien entouré, toi. Avant c'était les rugbyman. Oui, c'est ça. Bon, moi j'aime bien les rugbyman. Dis donc, regardez comment l'ami Jean-Luc sur la page Facebook est entouré. Ça va les filles? J'aime bien les rugbyman, mais je préfère encore Clémentine Lost qui est avec nous et Margot Lafitte. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Pilote féminine. Voilà. Et surtout, hier soir, c'était Girls Power. Oui, c'est ça. Puisque le podium, il y avait 2 filles sur les 2e et 3e marches du podium. Catégorie Margot élite. était en train de nous dire juste avant qu'on prenne l'antenne que c'était la première fois que c'était arrivé. Je ne suis pas sûre, mais j'avais idée que je n'avais pas connu ça avant. Alors, petite... Et moi non plus, donc il y a de fortes chances que Margot... Alors, petite présentation pour Clémentine Lost et évidemment Margot, on entend peut-être qu'on vous connaît mieux, mais un petit mot sur votre parcours, Clémentine, s'il vous plaît. Je me présente en quelques mots. Moi, je m'appelle Clémentine Lost, j'ai 24 ans. Je suis née à... Non, c'est surtout ça fait 9 ans que je fais le Trophée Andros aujourd'hui. 9 ans, vous avez commencé le mineur. J'ai commencé à 16 ans comme Margot en cross-kart. J'ai un peu suivi le parcours de Margot au Trophée Andros. J'ai essayé de faire mieux. C'est compliqué parce qu'encore aujourd'hui on se bataille, mais c'est génial. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire le Trophée Andros? Alors en fait, moi j'avais un appartement à la montagne, il y avait un circuit de glace et j'ai commencé à faire mes premiers tours de roue à 12-13 ans avec mes potes qui en avaient 16-17, ils m'emmenaient. Et en fait, mon père était un peu passionné par ça aussi. Donc ça a commencé comme ça. J'ai rencontré les Dubourg qui, eux, avaient déjà un bon pied dans le Trophée Andros et qui nous ont dit, oui, on va relancer la promotion féminine de cross-kart sur glace. Clem, t'as 16 ans, t'as roulé un tout petit peu, mais viens, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, allez. Originaire de quelle région, Clémentine? Je suis lyonnaise. Voilà. Petit bouchon. C'est un petit bouchon. Margot Lafitte. Margot, je vais presque dire, on vous présente plus. Présentez quand même. Si, quand même. Il faut toujours penser à ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio et qui n'ont jamais entendu parler de sport mécanique. Ça peut arriver. Alors moi j'ai connu le Trophée Andros avec un Jacques Lafitte, voilà, et qui montait sur le podium aussi. Oui. Et maintenant, pas beaucoup, mais pas beaucoup, oui, parce qu'il faisait peut-être plus la fête le soir. Oui, je crois. Normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, allez. Il y a prescription maintenant. Voilà. Alors, Margot, comment vous êtes arrivée sur l'Andros? Moi, ça a été mes premières amours la glace, parce que j'ai commencé la course automobile sur la glace, donc un peu comme toi, Clem. Il y a fort longtemps. Je n'oserais pas dire l'année, mais en gros, c'était 2003, donc il y a vraiment très longtemps. Ça va faire 20 ans, bientôt. 20 ans. Et en fait, Max avait créé une formule féminine et il voulait que ce soit des novices, des femmes, enfin des jeunes filles qui avaient jamais été licenciées. Et donc, il a appelé mon père en disant, viens, fais venir tes 2 filles, ça serait sympa. On l'a fait avec ma grande sœur qui a moins adhéré au principe et moi j'ai continué et ça a été pour moi une révélation. Et je me suis dit, ok, j'adore ça. Moi qui aimais tant la compétition, je montais à cheval et j'arrivais à un moment où j'étais un peu lassée du sport parce que ça a beaucoup de complexité comme tous les sports et j'avais envie de basculer et donc c'était le moment propice et j'ai basculé vers ça et j'en ai fait ma carrière. Donc je dois ma carrière à Max Mamers. Voilà. Alors il y avait une catégorie féminine auparavant, mais maintenant il y en a plus. Vous courez avec les garçons, vous battez les garçons, on va le dire. Oui, oui. Ça nous arrive. La première. Hier soir, 2e et 3e, vous en avez laissé derrière vous. C'est clair. C'est pas fini. Est-ce que ça réclame des qualités féminines, la conduite sur la glace? Parce que c'est vrai qu'on gère finement normalement. On a vu que, allez, on va le balancer encore une fois, Sébastien Chabal. Oh non, le pauvre. Il va devoir
nous haïr. N'écoute pas Sébastien, on t'aime. Il a été un petit peu brut de décoffrage et bon, ça le fait pas sur la glace. Alors est-ce que justement il y a une sensibilité féminine qui peut vous accorder un avantage? Je crois qu'il faut, oui, une espèce de, il y a un instinct, peut-être aussi un feeling sur la glace. En fait, il faut être assez fin, tout simplement dans son pilotage. Je crois encore plus avec les Androscars aujourd'hui qu'avec les thermiques à l'époque, où on voit des Yvan Muller, des Jean-Philippe Dérault qui avaient une conduite hyper agressive, qui balançaient la voiture très tôt dans les virages. Aujourd'hui, avec ces voitures-là, je crois qu'il faut encore plus de finesse, et ce qui nous correspond effectivement un peu plus. Je crois qu'il y a des femmes qui arrivent très bien à être des brutes, qui savent très bien avoir beaucoup d'attaques. Mais je veux dire, on manque pas d'attaques. Non, mais je veux dire, c'est pas pour dire on n'y arrive que parce que c'est un truc fin. Non, je pense que, mais en tout cas, cela ne nous désavantage pas. Clémentine, votre avis? Moi, je partage le même avis que Margot. Vous avez été bien acceptée alors en tant que femme. Il n'y a pas eu de, parce que c'est quand même un milieu plutôt masculin, tout ce qui est sport mécanique. Comment ça se passe? Alors, on parle vrai sur Sud Radio, hein. Du coup, quand je suis arrivée, donc c'était un championnat 100% féminin, et ensuite j'avais remporté le championnat la deuxième année, et c'est là que je suis arrivée dans un championnat totalement mixte. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver, par exemple, avec Vincent Beltoise, Mathieu Vaxivière, Aurélien Panis. On avait à peu près tous le même âge, on s'entendait plutôt bien. Donc non, franchement, moi, ils m'ont plutôt vue, je pense, comme la petite sœur. Et ensuite, il y a toujours eu cette super bonne ambiance en Andros. Je trouve qu'on est une super famille. Et puis, ça continue aujourd'hui. Donc, non. Et je pense que c'est ça qui m'a mis aussi à l'aise, parce que je suis arrivée ici dans un superbe esprit. Et quand je suis allée rouler ailleurs, ça m'a mis tout de suite en confiance. Donc, voilà. Est-ce que la course mixte, c'est mieux que la course entre filles? Parce qu'on sait qu'entre filles, parfois, il y a des frictions. Entre garçons aussi, mais c'est de la course, quoi. Non, franchement, moi, je serais toujours, à partir du moment où c'est un sport mixte, il faut l'accepter comme on nous l'a inculqué. Et donc, j'estime que moi, ce qui me plaît, c'est aussi de me battre avec les meilleurs de la catégorie et pas les meilleures femmes. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au volant, les filles? Vous avez votre casque, on sait que le palpitant, on sait que vous ouvrez tous vos portes à la fin parce qu'il fait tellement chaud à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au volant et dans votre corps? Margot, allez, Clémentine qui lance la patate chaude à Margot. Clémentine qui se dit tiens, je crois que c'est une espèce d'adrénaline quand on aime la compétition qu'on retrouve dans tous les sports finalement. Et d'ailleurs, moi je suis pas compétitrice que en sport automobile. Je vais jouer aux cartes avec mes enfants, j'ai envie de les battre. Je les laisse gagner parce que je suis une bonne maman. Mais je sais pas, d'ailleurs c'est peut-être une bêtise. Enfin, toujours est-il que je crois que c'est l'adrénaline qu'on retrouve, cette espèce de le palpitant qui augmente, qui s'accentue avec le moment où on va prendre la piste. Il se passe quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui nous transporte un peu. On se met aussi dans dans un état d'esprit hyper tonique, hyper actif, hyper guerrier. On change un peu de mode par rapport à celui auquel on est habitué à être dans la vie normale, quoi. Ouais, je suis d'accord, puisque par exemple, quand on part dans une qualif, par exemple, ça dure 2 minutes 18. C'est intense, en plus. Et on se dit, en fait, t'as 2 minutes 18 pour tout prouver, pour mettre tout le travail en œuvre avec toute l'équipe. Enfin, c'est dingue, quoi. Donc, je partage bien ton sentiment. Alors vous avez quand même un avantage qu'on n'a pas évoqué depuis le début, c'est que l'une et l'autre, vous devez peser beaucoup moins lourd que les concurrents masculins, et je ne parle pas des rugbyman. C'est un avantage sur un trophée comme celui-là? Il y a un poids minimum sur les voitures, et donc moi, c'est poids avec le pilote. Ouais, moi j'embarque 1150 kilos. Sûrement, moi j'embarque du poids quoi qu'il arrive. D'accord. Ah oui. Là demain on partira avec du poids. Enfin aujourd'hui on partira avec du poids avec Margot. Vous avez en plus. Là c'est parce que c'est le lest, troisième. Mais tout à fait. Moi je pars avec, je crois que je pars avec 20 kilos, un truc pour être au poids minimum. Le premier 60 kilos. Oui, ça c'est le lest de la compétition, mais il y a le lest aussi. Enfin moi j'ai un lest même sans être sur le podium. Trop léger. Parce que je suis trop. Combien vous pesez les filles? La voiture avec toi. 55 kilos. 55 et Clem moi je crois que je suis plus lourde que toi. C'est vrai que quand on a Sébastien Chabal à côté, ça change. Il n'y a plus besoin de lester. Non mais après c'est vrai que le poids mini par exemple il l'avantage pas effectivement quelqu'un de très grand et très costaud parce que il dépasse. Moi mon coéquipier fait 1m92, je fais 1m62, donc rien que les réglages on doit tout adapter de partout, c'est pas facile quoi. Alors vous êtes que 2 filles pour le moment. Oui, donc si on veut avoir un podium entièrement féminin, il va falloir recruter. Donc on lance un appel. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est vrai, il y en a qui sont passés au trophée, qui pourraient revenir, des Justine Noyer, Marlène Broggi. Les filles, si vous nous entendez, on a besoin de vous sur le e-Trophée Andros. Merci beaucoup Clémentine Lost, merci à vous Margot Lafitte. Merci beaucoup. Et puis ce soir, alors, vous courez à quelle heure?
Ça commence à 17h. Ouais, c'est ça. Et puis quant à nous, eh bien c'est un autre grand nom qu'on va recevoir dans quelques instants, qu'on a enregistré hier. Oui, avec Jackie X qui viendra nous raconter une très belle histoire. À tout de suite sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. En direct du e-Trophée Andros. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et en direct de Lens en Vercors, très exactement, où nous avons eu la chance hier soir, car il ne pouvait pas être avec nous ce matin en direct de ces belles montagnes de l'Isère, de réaliser une interview au téléphone avec Jackie X. Oui, Jackie X était avec nous parce que le 20 janvier 1983, après 12 000 km parcourus, dont 5 210 000 km de spécial, le tout sans aucune journée de repos et 15 spéciales, le pilote belge et le comédien français s'imposaient dans les plus difficiles de tous les rallyes africains jamais disputés. Une interview menée évidemment par l'ami Jean-Luc, entre autres. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Je voulais qu'on parle de la victoire au Dakar. Ça fait 40 ans, aujourd'hui. Voilà, enfin bon, de 40 ans. Quel souvenir vous gardez? C'était l'édition la plus difficile du Dakar 83. Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous avez encore des souvenirs très présents sur cette édition? J'ai plein de souvenirs présents et surtout pour vous dire que toutes les éditions sont compliquées. Il n'y en a pas une plus facile que les autres parce qu'il n'y a pas d'exemple de course aussi longue et dans des terrains aussi difficiles que cette épreuve à travers le temps. Parce qu'on parle de 1983, ça reste compliqué encore aujourd'hui. Mais c'est surtout une épreuve qui faisait 12 000, 13 000, 11 000, 14 000 kilomètres de long et sur 3 semaines. Donc, et sans journée de repos en plus. Il n'y a pas eu de journée de repos. Il y avait 2 journées de repos. En 83 ? Oui, une par semaine. D'accord. Mérité bien sûr. Mais ça reste une épreuve sélective qui permet en tous les cas aux uns et aux autres de prendre sa place en tant qu'homme, en tant que concurrent, avec peu de possibilités de tricher sur les difficultés, sur les erreurs qu'on peut faire, et avec, au-delà de l'épreuve sportive extraordinaire, sous l'égide d'un homme trop vite parti qui est Thierry Sabine, qui en est quasiment le père, en tous les cas dans la forme qu'on connaît. C'est surtout aussi, il aimait à dire, c'est une main tendue vers des pays, vers des gens que nous ne connaissons pas, qui sont à découvrir, qui ont leur histoire, leur tradition. Et humainement parlant, c'était aussi un magnifique projet. Et ça l'est toujours, même si on parle d'autres continents comme l'Argentine, comme le Chili, la Bolivie et autres. Il y a une valeur humaine dedans qui incline en tous les cas à la solidarité. Et ça, c'est formidable. Alors, vous faisiez équipage avec quelqu'un qui malheureusement nous a quittés, avec Claude Brasseur. Comment ça s'est passé? Bon, c'était la deuxième fois que vous couriez en 83 avec Claude, hein, c'est ça? Oui, non, c'est même la troisième fois. D'accord. Parce qu'en fait, nous avons passé 6 années ensemble. La première année s'est fait avec une Citroën CX, la seconde avec un Mercedes, la troisième avec un Mercedes, et les 3 suivantes avec Porsche. Mais ce qui a été formidable dans cette aventure avec Claude, c'est que nous étions tous les deux au départ inexpérimentés sur ce genre de terrain, et lui a épousé le métier comme peut le faire un comédien, a épousé le métier de copilote. Donc nous avons fait nos classes ensemble, et l'aboutissement clairement a été cette année 83 où nous avons gagné. Mais on a gagné aussi, bien sûr, parce que derrière chaque voiture, il y a toujours un groupe de gens qui les préparent bien, avec passion, avec professionnalisme.
Et les victoires sont acquises aussi par ceux que vous ne voyez pas. Vous aviez eu des soucis mécaniques peu de temps avant l'arrivée, en 83, non? Vous avez dû échanger un moteur, je crois, ou quelque chose comme ça, non? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Non. Et bon, non, notre moteur a bien fonctionné. Dans le Ténéré, on avait des difficultés d'alimentation dues à la température élevée. Mais non, à ma connaissance, non. D'accord. C'était la première année qu'on traversait le Ténéré, c'est ça? Alors, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Là, il me semble bien. Et je voulais vous demander, vous qui avez fait de la Formule 1, du sport prototype, donc qui avez touché à toutes les disciplines du sport automobile, comment vous classez les rallye-raids dans tout ça, en termes de pilotage? Bien sûr, on parle de choses complètement différentes, mais je voudrais seulement vous rappeler que déjà à l'époque, en tous les cas, dans ces début des années 70-80, les pilotes automobiles étaient quelque part des mercenaires et tous nous faisions des disciplines différentes. Mais c'est vrai que le tout-terrain était quelque chose d'inattendu. Moi, ça m'a été peut-être un peu moins compliqué que pour d'autres, pour une raison très simple, c'est qu'avant de faire de la voiture, j'ai fait beaucoup de motos, beaucoup d'enduro, beaucoup de trial, même de la vitesse pure. Donc, dans la lecture du terrain, même si j'ai fait souvent des erreurs énormes pour acquérir une expérience qui me permettait après de devenir peut-être un candidat à la victoire, j'ai pu faire ça peut-être plus rapidement que d'autres, parce que la moto m'a bien aidé. On est sur le trophée Andros, vous avez jamais fait de course sur glace? Je l'ai compris, c'est très spectaculaire, c'est magnifique le trophée Andros, et il traverse, comme le Dakar, il traverse le temps. Et ça, c'est extraordinaire. Je sais que vous avez beaucoup de neige, enfin je pense que vous avez... Oui, il y a de la neige, et Max vous attend, hein, donc dès que vous êtes libre... C'est bon. Mon très cher ami Max, qui est derrière tout ça, vous allez avoir des courses comme toujours faites de glisse où il y a tous ces artistes qui contrôlent leur machine du bout des doigts et j'adore ça. C'est le b.a.-ba de l'automobile. La glisse, c'est un métier de rallyman aussi et bien sûr, la piste est très différente. Je dois dire avec humilité que je ne suis pas très adroit dans ces circonstances-là, mais je sais, pour l'avoir vu dans le passé, combien ça passionne le public, combien c'est extraordinaire à voir. Et j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de venir un jour vous voir. Max? Écoute, Jackie, bonjour. C'est Max. Bonjour Max, quel bonheur de t'entendre. Tout le bonheur est pour moi, tu le sais combien on s'aime. Et le mot et qu'on aime l'Afrique, et écoute, on aime l'Afrique et le sport automobile, mais c'est vrai qu'évoquer avec toi le trophée Andros... Donc je t'attends, j'ai bien compris que tu voulais découvrir. Écoute, je t'attends. J'ai pas dit que je voulais courir, hein. Non, mais découvrir. Mais découvrir en volant. Écoute, le rendez-vous est pris et pour l'hiver prochain, parce que là maintenant il ne reste plus qu'une course, franchement, tu seras l'invité d'honneur d'une course, celle que tu veux. Quoi, il va falloir que j'attende un an maintenant. Bah écoute, tu sais, quand on attend, c'est très très bon justement de pouvoir patienter. Nous nous verrons donc seulement à Manicourt. C'est vrai. Et peut-être bientôt, je ne sais pas si tu vas au Mans ou à Rétromobile où il y a pour les 100 ans du 24 heures du Mans, parce qu'on a aussi quelques autres trucs en commun. Oui, je le sais. Malheureusement, je ne serai pas à Rétromobile. Tu sais que mon casque est le même que le tien aussi, tu le sais. Ah ben dis donc, ça me touche beaucoup. Est-ce que j'espère que ça te porte bonheur? Ouais, mais maintenant je cours plus, bon. Mais on t'attend. Le casque de quoi, messieurs? Expliquez-nous. Ah ben, casque de pilote. Je te ferai voir mes photos, c'est exactement le même que celui de Jackie.
Je l'ai un peu copié, mais il le sait. Ça veut dire les couleurs. Bleu. Exactement, bleu avec le liseré blanc autour de la lunette. Jackie, pour terminer, vous allez fêter cet anniversaire, là, les 40 ans de cette première victoire au Dakar? Je n'ai pas pour habitude à fêter des événements qui sont aussi loin. Ce que je fête surtout, ce sont les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours, et en particulier les Africains et les autres concurrents de cette époque dont je garde de formidables souvenirs. Voilà, ce sont les côtés humains qui me touchent le plus au-delà de la victoire. C'est ces rencontres magnifiques avec les uns et les autres dans ces moments de partage quand on a une passion commune. C'est formidable. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été très gentil de nous accorder un peu de temps. Et puis encore bravo. Vous êtes pour moi, quand j'étais tout petit, je rêvais de rencontrer Jackie X. On s'est croisés déjà plusieurs fois. Et pour moi, vous êtes le plus grand champion automobile de tous les temps. Donc je suis content de pouvoir vous le dire de vive voix. C'est pas de la flagornerie, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de gens formidables dans le sport, dans le monde, dans plein d'activités différentes. Vous avez touché à tout et gagné partout. C'est unique. Oui, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai été gâté. J'ai surtout été entouré par des gens de grande valeur qui m'ont permis d'avoir des voitures pour gagner. Merci Jackie. Merci beaucoup Monsieur X. Merci Jackie, à bientôt. Merci. À bientôt. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous sur Sud Radio dans On Parle Auto en direct de e-Trophée. C'était la séquence émotion. Bye Jean-Luc Moreau. Sud Radio, On Parle Auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, On Parle Auto. Quelle auto choisir? Toujours. Non, c'est pas quelle auto choisir du tout. On va pas choisir de voiture, là. Non, je disais juste qu'on est en direct, toujours du podium sur le e-Trophée Andros, le podium sur lequel il y a toute la remise des prix. On est face à ce magnifique paysage de l'Isère, et puis avec un ciel bleu, avec beaucoup de neige, et avec notre dernier quart d'heure, l'ami Jean-Luc, pour On Parle Auto. Exactement, en compagnie de Thierry Blanco, qui... Bonjour Thierry Blanco. Vous allez bien? C'est vachement bien votre émission, je vous ai vu. Il n'y a que de la bonne humeur. Ouais, toujours. C'est vrai, c'est top ça, j'adore. Je sais pas, il y a un petit nouveau, il s'appelle Jean-Luc Moreau, ça. Oui, il se débrouille bien. Je ne raconterai pas l'histoire de Jean-Luc Moreau. Je ne raconterai pas son histoire. Ça ne concerne pas nos auditeurs, mais ça remonte trop loin. On se connaît avec Thierry depuis. On peut même pas en parler. Mais un petit peu depuis plus de 30 ans. Juste pour que les gens prennent vraiment la conscience de ce qui se passe, c'est que tu es dans le milieu de l'automobile, Jean-Luc Moreau, depuis tellement longtemps. Tu connais tout le monde. Et il y a des dossiers que tu as que tu ne dévoiles pas. Non, mais je veux dire, on sent qu'il y a une vraie famille. Thierry, c'est pour ça qu'il a accepté de venir. Il avait peur que je. Un mot sur Thierry Blanco. Pourquoi est-il avec nous pour le dernier quart d'heure? Journaliste et surtout commentateur du Trophée Andros depuis le début. Oui. En fait, j'ai accompagné Max Mamers, ou plutôt Max Mamers m'a accompagné parce qu'on se connaît, on est du même village, en Corrèze. Obja en Corrèze. Alors moi j'habitais à 3 km, pas très loin, mais pour la petite histoire, Max me connaît depuis longtemps. Je me suis essayé à plusieurs sports. Un jour, je me suis cassé la figure en vélo. Et je vais le voir, je m'étais démonté un peu l'épaule, j'avais mal et tout, et il faut savoir que Max Mamers est ostéopathe reconnu, et c'est le seul qui a réussi à me réparer. Depuis, on est devenus copains, on s'est jamais quittés. J'ai fait ma carrière dans le journalisme à France Télévisions, avec Jean-Luc à France Télé. Et puis maintenant, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous parce que de toute façon, en plus, j'ai le plaisir de vous faire des petites chroniques un peu rigolotes le matin dans le journal de Morgane Thomas Ramboise. Et donc Sud Radio, c'est très affectif. C'est la radio du Sud, vous voyez, on comprend. Non, c'est la radio de tout le monde maintenant. C'est la radio de tout le monde qui progresse. Même du sud de Lille. Du sud de Lille. Oui, monsieur. Même du sud de Strasbourg. Sud Radio Lille. C'est à vous. Où on a on peut nous écouter en DAB+. Voilà. On peut revenir au e-Trophée Andros. Oui, d'accord, messieurs. Nous faisions connaissance. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Thierry, plutôt disputé. Il y a eu jusqu'à présent, il y a eu 4 courses plus la course d'hier soir. Dans la catégorie, on va dire number one, Elite Pro, il y a encore 4 prétendants qui peuvent prétendre à la victoire. Il restera une compétition, il reste la compétition ce soir. Il reste ce soir et Superbès. Et Superbès, 2 courses aussi à Superbès. Oui. Alors, c'est difficile vraiment de dire qui pourrait l'emporter cette année. Bon, petite
Enfin, même gros avantage à Aurélien Panis. Pourquoi? Il est en tête depuis le début. Il s'est imposé depuis le début, il est régulier. Et il a une particularité, Aurélien, c'est qu'il est d'un calme, mais olympien. Il arrive à faire des chronos, il arrive à jouer stratégiquement comme personne, et il est d'un calme absolu. On l'a vu hier soir, ouais, en fait, voilà, il y en a qui avaient fait des meilleurs temps que lui. Il n'a pas affolé, il a géré les clous. Et puis voilà, donc c'est Aurélien Panis qui est en tête. Alors, pour répondre à votre question, oui, 4 prétendants. Aurélien Panis, c'est l'expérience, c'est le calme. Dorian Boccolacci, c'est tout le contraire. C'est déjà le volcan, la fougue, mais quand même une maîtrise absolue de la trajectoire. Hier soir, c'était impressionnant, il n'y a pas un millimètre de trop. Dorian est un prétendant sérieux, il est 2e au classement. Hein, il y a... Combien de points d'écart? Il y a, pour aller de 480 à 458, bah écoutez, ça fait combien? 32. Ah mais c'est bien, vous étiez prof de maths? Non. Ouais, pas moi, je suis fâché avec les maths. Non, 32 points, c'est tout à fait possible. Parce que il faut savoir qu'une manche du trophée, elle établit 45 points maxi, enfin 45 points si le pilote ne cumule pas la superpole et les manches. Donc, on peut prendre 50 points. 45 plus 5, plus 6, 51 points. C'est tout à fait possible pour Dorian de gagner encore. Faut qu'il gagne aujourd'hui. Et il faut qu'il confirme du côté de Superbès. Alors, il y a en embuscade Jean-Baptiste Dubourg. Alors, Jean-Baptiste Dubourg n'a rien à voir avec les 2 premiers. C'est une expérience absolue. C'est 6 titres. 3 voitures, 4 même engagées dans le DA Racing, hein, avec Julien Febvreau qui est en tête du classement élite, on en parlera dans quelques instants. Il y a une puissance de feu chez DA Racing, il y a 4 voitures, donc ça permet stratégiquement de calculer un petit peu plus les choses. Et dans cette catégorie Elite Pro, c'est Olivier Pernaut qui accompagne, qui a déjà fait d'excellents résultats, en particulier à Isola 2000, pour accompagner Jean-Baptiste Dubourg. C'est pas perdu, mais ça sera compliqué, il faut faire carton plein. Et puis, il y a un 4e petit bonhomme, voire même un 5e, enfin petit bonhomme, s'il nous entend. Nathanaël Berton, c'est à peu près de Sébastien Chabal, tu vois, avec 4 cm de plus. Mais Nathanaël est un pilote étonnant. Il fait du circuit, il est arrivé sur la glace il y a quelques années maintenant. Il fait des résultats qui sont en constante progression. Et il sera chez lui à Superbès. Il est du coin. Donc ça va être chaud. C'est quand Superbès? Pardon? C'est quand Superbès? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Et puis il reste Yann Erlaché, qui a échoué l'année dernière dans des circonstances absolument terribles, parce que ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que l'an passé, le trophée Andros, le trophée Andros, s'est joué dans le dernier tour de la dernière manche pour 1 seconde et 1 point. Waouh! Voilà. Donc c'est ça le trophée Andros, c'est du suspense permanent, c'est une course où on ne peut pas prévoir quoi que ce soit, mais on peut estimer qu'entre Aurélien Panis, Dorian Boccolacci, Jean-Baptiste Dubourg, Nathanaël Berton et Yann Erlaché, eh bien je pense que ça va dépendre beaucoup du résultat de ce soir. Si Aurélien gagne ce soir, il aura fait un grand pas. Ouais. C'est pour la catégorie Elite Pro. Elite Pro. En catégorie Elite, alors là on a carrément les 2 filles. Oui, alors on a 2 filles, mais Margot et Clémentine. Et oui, exactement. On vient d'en parler avec elle, mais on a en tête de la catégorie pour le moment, ça s'appelle un confrère, c'est ça? Oui, un journaliste, un confrère qui quand même tâte du volant parce qu'il a fait longtemps du rallycross. On parle bien sûr du, tu sais, accélère. Julien Febvreau sur Canal+, qui commente la Formule 1 habituellement, et comme là la Formule 1 roule pas en ce moment, mais qui va bientôt rouler au mois d'avril. Il vient se mettre au frais. Et Julien. Pareil, c'est vraiment une grosse attaque. C'est un garçon qui a les réflexes sur la glace du rallycross. C'est-à-dire que, bon, si j'employais une expression que Cédric Emmans aurait pu employer avant moi tout à l'heure dans cette émission, c'est viril mais correct. C'est-à-dire que il se laisse pas faire et il est en tête aujourd'hui de cette catégorie pour seulement 2 points d'avance sur le coéquipier de Nathanaël Berton, Sylvain Pussier. Sylvain Pussier, c'est l'artisan de la glace dans tous les sens du terme. C'est un garçon qui a monté sa petite écurie progressivement. 2 pilotes, Clémentine Lost, Jimmy Clairet, Nathanaël Berton, c'est quand même du lourd. Et il fait vivre toute une région avec son club des ambitieux. Très ambitieux lui-même, et il a bien raison, c'est de la compète. 2 points d'écart seulement avec Julien Febvreau. Et puis derrière, bon attends, c'est la tout charme, quoi. Je veux dire, Margot nous on adore. Lafitte, oui. Margot a encore toutes les chances de remporter le trophée. Ouais.
Edgar Malouagne est en 4e position. C'est un jeune garçon qui est très proche de Dorian Boccolacci et qui est coaché par Philippe de Corsa, qui a longtemps fait participer au Trophée Andros. Et puis il reste encore Papy, Emmanuel Moinel, Papy. Ça va lui plaire. Papy, pas Papy. Emmanuel Moinel et Papy Gérald Fontanelle, mais on aime l'expérience, voilà, pour ce qu'on peut dire. Moi, si vous me demandez un pronostic, je suis bien incapable de vous répondre en élite. Je dirais que Julien a beaucoup de pression et que ça serait bien qu'une fille gagne pour une fois. Mais s'il m'entend, Julien, ça n'a rien de personnel. Oui. Donc Margot Lafitte. Voilà. Ça sera le pronostic. Juste un dernier mot, Thierry. Ouais. Vous qui, depuis 40 ans, voyez évoluer les pilotes, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution sur, alors on va l'appeler le Trophée Andros pour incorporer le Trophée Andros et le Trophée Andros autrefois. Il y a eu une évolution dans le pilotage, dans la façon de disputer les courses. Ça a évolué comment? Quand on a croisé pendant des années des garçons comme Yvan Muller, qui étaient des artistes qui ont inventé des techniques de pilotage. Yvan a été le premier à mettre sa voiture en marche arrière dans les virages et puis repartir en ligne droite. Ça a été un technicien incontournable du thermique. Aujourd'hui, en électrique, c'est tout à fait différent. On voit arriver des jeunes pilotes. On parlait de Dorian Boccolacci, d'Edgar Malouagne. On voit Jules Tréluyer qui vient d'arriver, qui fait sa première course hier, le fils de Benoît. Il est jamais monté dans une voiture. 16 ans, il a 16 ans. On l'a vu courir, c'était dingue. C'est fou. Il n'a jamais mis les fesses dans une voiture de course et qui plus est sur la glace. Il arrive. Comme on dit au rugby, on vient, on gagne et on s'en va, quoi. Ouais. Donc, mais avec élégance et avec style, en fait. Oui, tout à fait. Et puis un garçon extrêmement bien élevé, ce qui ne gâte rien. Donc on voit arriver cette catégorie, pour répondre à la question de Jean-Luc, de jeunes pilotes qui s'adaptent tout de suite. Ils montent, ils comprennent rapidement comment ça se passe, même si les voitures sont différentes. Alors évidemment, oui, c'est une évolution du pilotage qui va amener à cette catégorie, je crois, beaucoup de jeunes pilotes qui vont faire parler d'eux. Un petit mot, il nous reste 1 minute d'émission, évidemment. Rapidement, il y a la Formule 1 qui va revenir cette année aussi. Vous allez être à fond les ballons. Enfin, on a quand même le Grand Prix qui va revenir sur le circuit Paul Ricard. Puis plein de choses. Vous êtes excité là? Est-ce que ça peut faire remonter le sport mécanique en France? Écoutez, au niveau du grand public et des médias. On parle souvent de ça avec Max Mamers. On fait tout ce qu'on peut, nous, dans notre niveau, sur le Trophée Andros pour que le sport automobile soit pérenne, avec des catégories nouvelles, des voitures nouvelles, qui certes ne font pas de bruit, mais qui vont dans l'air du temps et qui sont très difficiles à piloter. Voilà, donc renouveau, et puis heureux, bien sûr, parce que en tant que passionné, comment se passer du sport auto. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être donner les rendez-vous pour ce soir à partir de 17h. Et live streaming à 20h. Voilà, live streaming 20h et ça dure jusqu'à 23h grosso modo. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à monter, vous allez voir le spectacle vraiment fabuleux. On peut tout voir sur le site du Trophée Andros. Absolument, en direct, c'est mieux qu'à la télé. On a été ravis d'être avec vous. Un grand merci à Maël qui nous a accompagnés pour la technique et tout monté également ici. Merci à toute l'équipe de Max Mamers Organisation pour le Trophée Andros de nous avoir accueillis. Merci mon ami Jean-Luc. À la semaine prochaine. Bien sûr, évidemment. Et quant à nous, on va vous laisser en compagnie de Invino, l'autre rendez-vous passion me concernant. Alain Marty, on parle de vin, de ceux qui les font, de ceux qui les boivent avec modération. J'en suis. Bon week-end à tous. Merci à Bastien, à Paris, d'avoir aussi géré notre rendez-vous. Sud Radio, il va bientôt être 13h dans moins de 3 minutes. Sud Radio, on parle auto.